Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous consacrer un moment, j'espère, qui sera le plus, comment dire, ouvert possible et avec évidemment plein d'espoir pour les années qui attendent la profession de pharmacien. Je voudrais tout d'abord remercier François Sarkozy de Tous pour la santé qui nous a accompagnés pendant plusieurs mois pour faire une enquête particulièrement intéressante sur les soins de premier recours. On ne dit pas soins non programmés parce que ça fâche les médecins, mais les soins de premier recours en officine et vraiment les résultats sont absolument époustouflants et donc vous allez pouvoir en bénéficier. Remercier Gilles Bonnefond, le président de l'USPO, qui a su depuis toutes ces dernières années, je ne sais même plus combien d'années ça fait que l'USPO est créé, 15 ans, non? Hein? 20 ans, 20 ans. Hein? 20 20 ans. ans. Bah, tu les fais pas, tes 20 ans. En tout cas, en 20 ans, qui a dynamisé cette profession, qui s'est battue sur tous les fronts, qui continue à se battre et qui donne envie vraiment à plein de monde de suivre, d'être dedans, d'être punchy, de pousser pour effectivement arriver à cet objectif qui est celui de redevenir ce que l'on était, c'est-à-dire les vrais professionnels de santé et reprendre toute notre place dans cette chaîne de soins autour du patient, avec le patient et avec évidemment l'ensemble des professionnels de santé, au premier rang desquels les médecins, mais aussi les infirmiers, les kinés, les sages-femmes. Enfin, je ne vais pas tous les nommer pour ne pas en froisser, mais évidemment que je pense à tous les professionnels de santé qui sont représentés auprès des URPS, mais tous les autres qui ne sont pas encore représentés parce que le vrai travail d'accompagnement du patient se fait tous ensemble, chacun à sa place, mais chacun avec sa ajoutée et chacun dans un objectif commun qui est évidemment de servir la population. Voilà, donc on fera tout à l'heure un petit tour de table rapide de présentation, juste nom et prénom et le lieu d'exercice. Mais en tout premier lieu, je voudrais essayer de libérer le plus rapidement possible François Sarkozy, qui franchement, encore une fois, merci François, pense, d'abord il est médecin, ils sont rares, les médecins comme lui, et c'est un médecin qui adore les pharmaciens. Alors ça, je vais vous dire, c'est encore plus rare. Et non seulement qu'il adore les pharmaciens, mais il a fait plein de travaux avec les pharmaciens, au début avec la vaccination, les soins non programmés, les tests antigéniques, enfin l'évolution et l'implication du pharmacien partout où le pharmacien peut prendre une place. François, je te laisse la parole. Merci pour cette introduction. Effectivement, je ne suis pas parfait, je ne suis pas pharmacien, mais j'ai la chance de travailler avec la profession depuis très longtemps. Le concept de l'ordre, les syndicats, les groupements et maintenant les URPS. Effectivement, cette idée est une idée originale de notre enquête. C'est une idée qu'on a eue avec Renaud et on a convaincu l'ARS que c'était important d'avancer dans ce sens-là pour pas mal de raisons en Île-de-France, parce que l'Île-de-France, c'est une petite France, mais c'est aussi le premier désert médical de France, avec de nombreuses zones que vous connaissez, de sous-densité médicale. Et vous étiez nombreux à nous dire que vous aviez souvent des demandes de soins non programmés. Alors, on a appelé ça des demandes de premier recours non programmées. Donc, on s'est lancé dans cette étude et on a eu près de 10% des pharmaciens d'Île-de-France qui ont participé et plus de 3000 demandes qui ont été enregistrées. Donc, je veux bien les diapositives suivantes. J'ai promis d'être concis. Donc, je vais aller très vite sur la méthodologie de l'enquête. Le but, c'était de faire un état des lieux. Il n'y avait aucune incitation. Le but, c'était de faire une photographie de ce qui se passe dans vos officines sur les demandes de premier recours non programmées et des réponses que vous apportez. Toute l'Île-de-France a participé, ce qui est très intéressant parce que bien sûr les départements ne sont pas les mêmes, les territoires ne sont pas les mêmes, et c'était une approche basée sur le volontariat. Et à ce moment-là, on a créé une base de données chez Tous pour la santé, une base de données dans laquelle les officines qui ont participé s'inscrivaient, créaient un compte,
Ça prenait à peu près 5 minutes pour essayer de qualifier l'officine, où elle se trouve, la taille de l'officine, est-ce qu'il y a un local de confidentialité, qu'est-ce qui est fait, et puis après, la possibilité d'enregistrer les demandes de soins non programmées. Une demande de soins non programmés, c'était quoi? C'était une plainte d'un usager, une demande d'un usager qui amenait à solliciter l'avis d'un professionnel de santé, du pharmacien, pour une situation relevant ou non d'une urgence. Donc, on se tord la cheville, on a mal aux dents, on a une piqûre de moustique. Enfin, bien sûr, c'est votre quotidien. Et là, ça prenait 2 minutes de renseigner le cas et on a vu effectivement, on a aussi utilisé les étudiants de 6e année qui ont été très importants dans l'enregistrement des cas. Ça a plutôt pas mal marché. Donc, c'était fin d'année 2019, début 2020. C'était la première enquête de ce type-là. On en fait après dans d'autres régions et on espère pouvoir le faire dans toutes les régions. Alors, je veux bien la diapositive suivante pour aller au cœur du sujet. Alors, parmi cet échantillon de 329 officines, on s'est aperçu qu'il y avait un poids relativement important des petites villes qui représentaient 44%. Juste pour vous donner quelques indications du profil des officines, 17% faisaient partie d'un réseau de professionnels de santé et 86% avaient un local de confidentialité. En revanche, on avait posé la question de la télémédecine, il n'y avait que 3% d'officines qui, à l'époque, fin d'année 2019, ça a dû changer, notamment depuis le Covid, avaient de la télémédecine. Diapositive suivante. Non, ça, on vient de la voir. Voilà. Alors, on a regardé justement le profil de ces demandes qu'on a enregistrées, donc plus de 3300 demandes. Alors, il y a des choses assez intéressantes. D'abord, la première chose, c'est que les petites villes ont pas mal contribué sur le renseignement de ces cas, puisqu'elles représentaient 48% des demandes pour 44% des inscrites. Deuxième chose, c'est ce que vous voyez à droite, c'est qu'effectivement, c'est l'ensemble des tranches de la population, des tranches d'âge de la population qui sont représentées, qui viennent vous poser des questions de premier recours. Là, dans notre échantillon, on avait 19% de seniors, 14% d'enfants et 6% de nourrissons. Donc, ce ne sont pas que des adultes jeunes qui viennent vous voir, c'est bien l'ensemble de la population. Point intéressant, c'est 10% de ces cas relevaient d'usagers disant ne pas avoir de médecin traitant. Et là, c'est un peu au-dessus de la moyenne nationale qui est de 8%. Et on avait un taux d'ALD qui là aussi était plus important puisqu'on avait des ALD de 20%. On a bien sûr beaucoup plus d'informations que cela, mais avec Renaud, on a décidé de sélectionner ce qui nous semblait les informations les plus pertinentes pour vous. On nous demandait à quel moment de la journée il venait. Eh bien, il venait effectivement en majorité pendant la journée et 20% venaient le soir et 1% les jours fériés. Diapositive suivante. Quand on décrit le parcours de ces demandes, alors il y a un point très intéressant, c'est 80% de ces demandes, c'était des usagers qui viennent directement à l'officine pour demander votre avis. C'est énorme. Ça veut dire que vous êtes déjà clairement identifié comme, évidemment, un acteur du premier recours. Dans 20% des cas, c'est la partie de droite, les patients, les usagers avaient rencontré une difficulté de rencontre d'un autre professionnel de santé. Et là, c'était en majorité un problème de contact avec un médecin généraliste. Hein, encore une fois, on sait qu'en Île-de-France, la moyenne de délai d'un rendez-vous chez un MG, c'est 2 jours. Parfois, c'est même 3 jours dans certains secteurs. Donc, 20%, c'est pas négligeable. Hein, quand on a 3300, c'est 660 avaient eu des problèmes pour avoir accès à un autre professionnel et essentiellement le médecin généraliste. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Si on décrit les raisons pour lesquelles ils sont venus, alors ça, c'est sans doute assez spécifique de l'Île-de-France, où bien sûr, il y a Paris. Paris, à l'évidence, c'est la définition de la grande ville. Première raison pour laquelle ils venaient, toute population confondue, c'est la traumatologie. 19% des cas relevaient de la traumatologie, 15% de la dermatologie, 14% de l'ORL et 10% de la douleur. Si vous cliquez encore une fois, vous allez voir qu'en fait, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, ces raisons de demande sont différentes selon l'âge. Vous appuyez sur la flèche, s'il vous plaît. Malheureusement, je n'ai pas le contrôle. Il y a une animation, normalement. Non, la flèche pour… Voilà, merci. Donc, les raisons des visites à l'officine sont différentes selon la tranche d'âge. À titre d'exemple, pour les enfants, la traumatologie est beaucoup plus importante, c'est 32%. La dermatologie est plus importante pour les nourrissons, on monte à 21%. Et si on regarde les populations des seniors, là, alors que le cardiovasculaire
ne représentait que, je pense à gauche, 7% des cas. Chez les personnes âgées, on monte à 19% des cas. Donc, vous voyez qu'on a fait plein d'analyses croisées qui permettent de voir qu'effectivement, il y a une demande qui s'adapte à la typologie de l'usager. Diapositive suivante. Alors, que fait l'officine? Que fait le pharmacien? Eh bien, déjà, premier point, recueil quasi systématique d'informations. Vous allez me dire, c'est normal, 97% recueil des informations, des cas. C'est le plus souvent l'historique de la plainte, pourquoi vous venez, mais c'est aussi, bien évidemment, l'existence de traitements médicamenteux actuels ou antérieurs, notamment en cas de chute. C'est bien sûr un point important de savoir, par exemple, s'il y a des anticoagulants. Dans 65% des cas, cette plainte a conduit le pharmacien à donner des conseils, d'apporter des explications. Et là, encore une fois, très intéressant parce que ces conseils sont apportés à bon escient, puisque si on regarde la raison de la visite à l'officine, eh bien, le conseil va être encore beaucoup plus important. Par exemple, en cas de gastro-entérologie, c'est 79%. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup plus de cas de gastro-entérologie pour les nourrissons. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je vous le dis maintenant. Donc là, à l'évidence, les conseils sont plus importants. Pour la douleur, ça monte aussi à 67%. Alors, quand vous regardez le schéma de droite, on voit que 65% des cas, vous avez donné des explications des conseils. J'allais dire qu'il y a une délivrance de produits que dans 57% des cas. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'attendait à des chiffres plus importants. Je vais les détailler dans une minute. Il y a eu le nettoyage des infections de plaie dans 14%. Et quand même, dans 4% des cas, l'application de gestes d'urgence qui peuvent être massage cardiaque, etc. Et bien évidemment, ces gestes d'urgence pouvaient être beaucoup plus importants en pourcentage dans les cas de traumatologie, puisque ça montait à 15%. Bien évidemment, vous vous adaptez, puisqu'on sait aussi qu'on se tord la cheville, on vient à l'officine, on est renversé par une voiture ou par une trottinette, on vient à l'officine. Diapositive suivante. Là, j'ai détaillé sur cette diapositive le type de produit que vous avez délivré. Donc, dans 57% de cette bande, il y a une délivrance de produits, c'est essentiellement des médicaments. Si vous cliquez dessus, à nouveau, diapositive, voilà. Dans 24% des cas, c'est très intéressant, le pharmacien, l'équipe officinale a passé plus de 10 minutes. On a demandé le temps passé. Alors, vous le voyez ici sur ce camembert, 46% des cas, c'était entre 5 et 10 minutes, mais dans 24% des cas, l'équipe officinale a passé de plus de 10 minutes. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir autre chose de très intéressant. On a, diapositive suivante, ça va arriver. Parfait. On a eu la curiosité de regarder quel était le pourcentage de délivrance de produits pour les cas dans lesquels l'équipe officinale avait passé plus de 10 minutes. Eh bien, c'est seulement dans 40% des cas que vous avez délivré les produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équipe officinale a passé un temps parfois très significatif. Vous voyez qu'on arrive, 1% des cas, c'était plus de 30 minutes, a passé un temps très significatif sans aucune rémunération. Alors là, je livre ça à mon ami Gilles, qui saura en faire bon usage, parce que clairement, vous êtes un acteur de premier recours, vous êtes identifié comme un acteur de premier recours, vous passez du temps, vous faites des actes, et dans un pourcentage non significatif de cas, il n'y a pas de rémunération. Et là, je pense qu'on peut avoir un cas pas inintéressant, mais enfin, vous faites ça beaucoup mieux que moi, donc je vous laisserai faire ça, mais à l'évidence, c'est un bon cas de figure. Si vous cliquez sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, on a regardé comment vous avez orienté ces patients ou ces cas. Alors, dans 61% des cas, le patient, l'usager, est rentré chez lui. Dans 37% des cas, il a été orienté vers un autre professionnel de santé et dans 9% des cas, orienté vers un service de régulation ou d'urgence ou de pompiers. Là, encore une fois, c'est assez intéressant et vous avez ça sur la partie gauche de la diapositive, c'est qu'il y a un recours plus fréquent au système de régulation et d'urgence pour certaines populations. Et c'était notamment le cas pour les bénéficiaires de la CMU, les patients sous ALD, les enfants et les seniors. Et bien évidemment, c'était aussi plus le cas en cas de traumatologie, puisqu'il y avait un recours à 22%, ou en cas de douleur. Donc, on voit bien que l'intervention de l'équipe officinale, elle va dépendre du profil de l'usager à l'origine de la demande, de la typologie
de la demande. Elle est basée sur un interrogatoire, vous apportez des conseils et vous orientez à bon escient. Et sur la diapositive suivante, j'ai détaillé cette orientation. Donc, c'est un peu plus chargé, mais au moins on comprend bien, je crois, j'espère. À gauche, retour à domicile dans 61% des cas. Et là, quand on regarde, dans 17% des cas, il y avait quand même un suivi avec l'officine. C'est-à-dire par l'officine. C'est-à-dire que l'officine va suivre, va appeler le patient pour voir comment ça se passe. Comme je vous l'ai dit, dans 37% des cas, le patient est orienté vers un autre professionnel de santé. Et là, il va s'agir essentiellement de professionnels habituels du patient et évidemment du médecin traitant. Mais ce qui est intéressant, je trouve, je vous l'ai mis en rouge, c'est que dans 17% des cas, donc on va dire dans la moitié des cas, l'orientation ne se fait que dans un deuxième temps. C'est-à-dire, vous renvoyez le patient chez lui, vous dites, si ça ne va pas mieux, appelez votre médecin. Et on s'est même rendu compte que dans 1% des cas, il y avait une prise de rendez-vous directement à partir de l'officine. Enfin, dernier cas de figure, 9% va le service de régulation. Et là, c'était les pompiers dans 1% des cas, sinon c'était les urgences 7% et le SAMU dans 1% des cas. Comme vous l'avez vu en bas à droite, pas de téléconsultation, puisqu'il y avait très peu déjà d'officines équipées. Avant-dernière diapositive, suivante. Alors, on a regardé encore plus dans le détail ce qui se passait. On a regardé si les pharmaciens envoyaient de l'information. Là, non. Il y a très peu de partage d'informations avec d'autres professionnels de santé. C'est que dans 5% des cas. Alors, parfois, il n'y a pas de raison qu'il y ait un partage. Évidemment, ce partage était beaucoup plus important dans certaines situations, monté à 17% en cas d'orientation vers les urgences. Et ce qui n'est pas inintéressant aussi, c'est qu'on s'est aperçu que quand le pharmacien exerce dans un réseau pluriprofessionnel, là, il va plus souvent orienter vers un autre professionnel et un peu moins souvent vers les urgences. Donc, il y a une différence de 2%, ce qui ne nous semblait pas inintéressant. Donc, si on essaie de résumer tout ce que je vous ai dit, pour respecter les délais, diapositive suivante, on a des résultats pas inintéressants. D'abord, quand on interrogeait les pharmaciens, ils disaient oui, qu'ils avaient tous des demandes de soins non programmés. En moyenne, ils en avaient à peu près 3, c'était leur perception, 3 par jour. Ces demandes, elles vont concerner l'ensemble des populations, notamment les populations fragiles, les sujets âgés et les enfants. 10% n'ont pas de médecin traitant, donc ça, c'est intéressant. On a 80% des cas, ils viennent directement à l'officine, donc vous êtes déjà identifié comme un acteur de premier recours. 20% ont eu des difficultés d'accès, je vous l'ai dit, c'est essentiellement au médecin traitant. Les grandes raisons, traumatologie, dermatologie, sphère ORL et douleurs. La prise en charge, elle est clairement basée sur le conseil, avec une délivrance de produits seulement dans 57% des cas, alors que le recueil d'informations est, lui, systématique, et que vous pouvez y passer un temps non négligeable, puisque une fois sur 4, c'est plus de 10 minutes. Donc, je crois que ça permet de confirmer que vous êtes un acteur du premier recours et que vous êtes aussi un filtre. Moi, j'ai l'habitude de dire que le pharmacien, pour moi, est un aiguilleur de santé. Hein, c'est-à-dire que à partir de là, vous pouvez apporter du premier recours, parfois du premier secours, et vous orienter à bon escient, comme j'ai essayé de le dire. Donc, on pensait ça intéressant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de faire une autre enquête de ce type-là dans le Grand Est, et on devrait le faire aussi en Auvergne-Rhône-Alpes avec un des vôtres, qui est Olivier Rosaire. Tu peux peut-être rajouter quelque chose, Renaud? J'espère que comme j'ai été rapide, j'espère que j'étais à peu près clair. Écoute, un grand merci. Non, je crois que tu as été particulièrement bref, mais pertinent dans le retour. Je voudrais t'en remercier parce que je crois ça, je sais plus combien de pages il y a de tableaux et je ne sais trop combien de graphiques. Oui, sur des analyses complexes. C'est vraiment un document qui va dans le détail. Effectivement, ça a été du boulot parce qu'il a fallu s'occuper et identifier les personnes avec leur lieu d'habitation, avec leur typologie socio-culturelle, sociale, etc. Donc, avec les pathologies qu'ils avaient, avec voilà. Vraiment, c'était un énorme travail. Je crois qu'il y a plein d'enseignements
à tirer. Et vous voyez que sur une enquête comme ça, l'ARS a accompagné l'URPS et on s'est on a eu la chance d'avoir vraiment un retour sur une enquête qui est qui est remplie de voix pour l'avenir, Gilles, parce qu'on y est partout. La traumatologie, alors évidemment que une fois sur deux, un médicament est délivré, donc on peut pas dire que le pharmacien il est vendeur, quoi. Donc je veux dire, on est vraiment dans le conseil et dans l'accompagnement du patient. C'est vraiment cette image qu'il faut casser, et on voit bien les problèmes que l'on a. Un grand merci, François, vraiment pour cette présentation très rapide. Et puis, très vite, on voit pour d'autres sujets qui nous passionnent. Hein. Ouais, avec plaisir. Bon, bonne réunion. Merci pour votre accueil. Merci François. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bravo. Beau travail. Excellent. Merci. Voilà, je voudrais à ce stade rappeler les quelques objectifs qui sont ceux et les enjeux de cette élection aux URPS et notamment en Île-de-France. D'abord, j'ai une chance extraordinaire d'avoir une équipe formidable, mais je devrais jouer au loto parce que ça fait plusieurs fois que j'ai cette chance, donc c'est super. Vraiment tous motivés les uns et les autres, et de Delphine à Anne, de Maud à Florence, de Philippe à Yves, et évidemment Olivier Godard, Catherine, mais qui a des problèmes. Ils ont quelques problèmes d'utilisation de la visioconférence parce que tous n'arrivent pas à se connecter complètement et on n'arrive pas à voir facilement leur minou. Voilà. Donc, et puis d'autres qui sont en voiture ou au bout d'un téléphone et donc on peut pas les connecter. Voilà. Donc vraiment une équipe qui mérite l'attention, comme d'ailleurs tout le travail de l'USPO depuis 20 ans. Depuis 20 ans, avec l'évolution de la profession qui est due au dynamisme vraiment et à la sagacité de Gilles. Il était tout seul au départ, hein, donc avec ses petites mains, et aussi sans aucun doute, il a su comment dire, s'entourer. On voit bien avec Bénédicte comment est-ce que les choses avancent. C'est une bête du boulot, Bénédicte, donc c'est vraiment une chance que de pouvoir travailler avec elle. En tout cas, vous dire. Moi, je pense qu'effectivement, on peut non seulement féliciter et remercier Bénédicte pour tout le travail extraordinaire qu'elle fait, mais aussi une grosse bise à Aude, qui est aussi une aide au quotidien extraordinaire. On a vraiment des gens pour nous accompagner au quotidien sans lesquels on ne serait rien. Absolument. Mais Aude, pour ceux qui ne savent pas, est la directrice de l'URPS, et que ce soir, c'est bien de lui envoyer des éloges, sauf qu'elle n'est pas là. Pour lui dire puisqu'on parle politique USPO et que elle a un devoir de réserve et que donc, mais c'est vrai qu'elle fait un travail absolument fabuleux tous les jours avec tous les pharmaciens, et vraiment elle débrouille des tas d'affaires. Évidemment que les élus sont là derrière pour apporter main forte et voilà. Vous dire qu'on a un attachement particulier à une chose, c'est que nous, quand je dis nous, c'est l'USPO Gilles, mais aussi nous en Île-de-France, on est particulièrement attachés à garder le capital des pharmacies qui appartient à des pharmaciens. Voilà. On ne veut pas des fonds de pension, on ne veut pas du système de la biologie, on veut rester des professionnels de proximité et être particulièrement engagés, y compris financièrement, dans les actes que l'on fait. Voilà, je reviendrai tout à l'heure, Gilles, peut-être un petit peu avec des présentations. Je vais te laisser la main, la main, le micro, mais fais-en bon usage. Merci.
D'abord, bonjour à tous. Merci d'être connectés et d'être présents pour cette réunion. Et merci, Renaud, avec ton équipe, de l'animer. Moi, je voulais simplement dire, premièrement, que pour ceux qui nous écoutent, l'équipe qui a réussi à constituer Renaud est une équipe extrêmement, vraiment formidable. Parce que ceux qui sont venus là sont venus pour justement défendre le métier dans cette région d'Île-de-France qui est complexe, qui est hétérogène et qui nécessite beaucoup d'efforts pour apporter sur les territoires eh bien, les améliorations que chaque pharmacien attend. Donc, moi, je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour vous investir, vous êtes là pour contribuer à faire avancer les dossiers sur notamment l'exercice professionnel avec toute la puissance que peut avoir l'Île-de-France quand elle se met en mouvement. Et vraiment, je peux vous dire que vous pouvez leur faire confiance parce que là, vous avez une équipe de choc et bien équilibrée. Alors c'est vrai, 20 ans du SPO, pourquoi on a créé ce syndicat? Bien pour faire ce qu'on est en train de réaliser maintenant depuis les 3 dernières années. C'est-à-dire de mettre un coup de barre du bon côté pour faire évoluer ce métier. On voyait bien que la dérive était très claire, hein. C'était une tentation de catégoriser la pharmacie dans le commerce et uniquement le commerce, et de faire oublier que derrière, c'était un professionnel de santé avant tout. Avec des images parfois qui étaient assez agaçantes, de surfaces particulièrement inappropriées, en disant que si vous n'avez pas 3000 mètres carrés, vous allez mourir. Voilà, parce que vous êtes un mauvais pharmacien et que vous n'allez plus réussir. Et c'était compliqué de lutter contre cette image. Je ne dis pas que certains ne peuvent pas avoir bien la chance, en raison de leur installation, de leur zone de chalandise, d'avoir une activité différente, mais il ne fallait pas le présenter comme un modèle unique de la pharmacie d'avenir. Et c'est contre ça qu'on a lutté, en disant, mais non, d'abord, on est un professionnel de santé, 75% de notre activité, c'est le médicament, en grande partie prescrit, et c'est ça qui est je dirais, le fondement de notre métier. Mais ça suffisait pas. Il fallait apporter des gages au pouvoir public sur notre volonté jusqu'au bout de la logique. Et c'est ce qu'on a fait en travaillant sur 2 axes. Le premier, c'est l'évolution du mode de rémunération. Et l'autre axe, c'est l'évolution des nouvelles missions. Donc, sur le mode de rémunération, tant que vous êtes payé à la marge commerciale, uniquement la marge commerciale, eh bien, voilà, vous avez une image calée en disant, mais je ne te crois pas, tu es payé comme n'importe quel autre commerçant. Et derrière cette marge commerciale, on ne voit pas le travail intellectuel, de pharmacie clinique, de validation d'ordonnance, il y a derrière. Et donc, en gros, plus les médicaments sont chers et plus il y a de volume, plus tu gagnes d'argent comme n'importe quel autre commerçant. Donc, comment changer ce modèle en préservant bien sûr la rémunération de l'acte de dispensation? Bien simplement en baissant la marge commerciale, ce qui avait un énorme avantage, c'est d'être moins exposé aux baisses de prix. Parce que tous les ans, on contribuait avec une perte de 250 millions de marge à l'effort des médicaments pour équilibrer les comptes sociaux. Pour cette affaire-là est maintenant sacrément réduite. On est à 60 millions cette année au lieu de 250 millions les années précédentes. Donc, un premier effet bénéfique direct, et ensuite, eh bien, de mettre en place des honoraires qui ne sont pas liés au volume et pas liés à la marge commerciale, comme vous nous l'aviez demandé à 95% il y a 5 ans. Donc, nous, on a tenu notre engagement, l'engagement que vous nous aviez confié. Et donc, est-ce qu'on a réussi cette réforme? Oui, puisque aucune pharmacie n'est perdante et qu'on est allé chercher 400 millions d'euros supplémentaires que nous a donné l'assurance maladie pour réussir cette réforme. Ça n'était jamais arrivé. Jamais. Donc, on a non seulement 400 millions de plus, mais si on était resté sur l'ancienne réforme, on aurait perdu 900 millions d'euros. Donc, on aurait eu des catastrophes économiques. Et c'est pas l'USPO qui le dit. Ce sont tous les organismes de statistiques, que ce soit Oxfam, IQVIA, qui sont indépendants de l'USPO. On n'a pas de lien
d'intérêt avec ces deux organismes qui sont des organismes voilà, qui sont gérés par des pharmaciens pour Rospharm et gérés par des sociétés internationales, IQVIA, qui fait des statistiques pour le gouvernement, pour l'assurance maladie. Donc, quand nous avons des chiffres, ils sont tous sauf bidons, les chiffres. Ils sont bien réels. Et c'est également l'analyse des experts comptables. Les experts comptables, clairement nous disent, ben oui, les choses s'améliorent. On a eu Joël Lecoeur, on a eu Exco qui a présenté des chiffres d'un grand nombre de pharmacies et qui disent heureusement que vous avez changé de modèle économique. Sinon, on aurait mis 10% des pharmacies par terre que sur l'année 2020. Donc, une réforme qui a bénéficié à tous les pharmaciens, il n'y en a aucun de perdant. Et regardez ce que vous envoie Oxfam, vous verrez les statistiques, regardez ce que vous envoie IQVIA et demandez à votre comptable si même parfois avec un tassement du chiffre d'affaires, eh bien, est-ce que la marge ne s'est pas améliorée? Et ensuite, le coup d'accélérateur sur les nouvelles missions. Et là, je voudrais remercier ce que vous avez fait en Ile-de-France parce que l'effort que vous a demandé parfois Renault de vous investir dans des expérimentations a énormément servi la politique de l'USPO. Je pense notamment aux TROD angines qui nous ont permis d'obtenir bien la généralisation des TROD pour toute la France en montrant que quand vous faisiez des TROD, eh bien non seulement c'était efficace, que les patients le comprenaient, que le retour chez le médecin entraînait derrière une prescription quand le TROD était positif et qu'il y avait voilà un échange médecin-pharmacien pour utiliser les antibiotiques à bon escient. Et merci à tous ceux qui ont contribué à cette étude parce que voilà, c'est grâce à vous qu'on a réussi à la concrétiser, même si avec le Covid, bien, elle a pris un petit peu de retard, mais elle est en train de redémarrer. Et puis d'autres expériences, comme vous l'avez fait sur le diabète, sur le dépistage, etc., qui vont nous servir, bien évidemment, pour eh bien, argumenter, pour montrer que quand la pharmacie se met en route, elle est efficace et qu'elle apporte le service qu'on attend d'elle pour la profession. Alors, bien sûr, l'accompagnement des patients, absolument indispensable. Dépistage de prévention, bien sûr la vaccination, vous avez également largement contribué, mais sur la vaccination, on ne va pas s'arrêter à la Covid. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est vacciner tous les adultes et tous les jeunes adolescents pour le respect du calendrier vaccinal en allant jusque à l'HPV, au papillomavirus. Et c'est comme ça qu'on apportera notre contribution à ce que l'ensemble de la population se vaccine un petit peu plus. On voit bien qu'on l'a réussi pour la grippe, qu'on va le réussir pour la Covid. Il n'y a pas de raison d'empêcher la rougeole de ressortir et de permettre à des gamins d'être vaccinés contre le papillomavirus. La prévention, le tabac, mais bien sûr sur le tabac, on veut être dans l'initiateur du traitement et avec les entretiens motivationnels, d'accompagner les patients pendant 6 mois, puisqu'on sait que c'est là où tout se passe, là où les patchs et où les gommes sont utiles et que la personne s'arrête, si elle n'est pas accompagnée, eh bien on perd en chance d'arriver à arrêter de fumer. Sur la médication officinale, François Sarkozy en a parlé. Oui, on va en faire un parcours de soins, prise en charge par les complémentaires santé, et on ne va pas s'arrêter aux médicaments, à la prescription médicale facultative. On veut bien sûr aller plus loin, la phosphomycine, les traitements pour la prise en charge de l'abcès dentaire avec antibiotiques et antidouleurs de niveau 2, permettant aux pharmaciens d'apporter une réponse à une situation d'urgence. Et puis les petites plaies, la tique à enlever. Voilà, je sais que Delphine a travaillé, a fait faire une thèse à une étudiante. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de montrer que ce travail, on ne peut pas continuer à le faire dans la quasi-clandestinité, alors qu'on rend service à la population. Il faut qu'il soit rémunéré, bien évidemment, et couvert par nos assurances quand on fait ce travail, quand on a une charge, quand on met un strap, parce que quelqu'un s'est tordu la cheville, ou quand on fait un pansement, on propose des stéristrips. Voilà, donc il faut maintenant comprendre qu'on fait ce travail et que c'est normal que l'on le fasse, mais qu'il soit rémunéré et que l'on soit couvert, bien évidemment. Dans les axes de l'USPO, c'est
identifier les interventions pharmaceutiques, c'est-à-dire aller dans le mode de rémunération pour qu'on les identifie. Quand vous passez un quart d'heure au téléphone pour contacter un médecin parce qu'il y a un changement de dosage qui vous paraît bizarre, parce qu'on a enlevé un médicament ou remis un médicament alors que l'hôpital avait fait l'inverse et que le médecin généraliste eh bien, repart à l'ancienne, eh bien votre travail, c'est bien sûr ça, de vérifier si ce nouveau traitement est parfaitement adapté, si c'est un oubli, si c'est une erreur. Et on sait que ça nous taraude en permanence, et si on ne l'a pas fait, ça taraude toute la nuit, et on ne dort pas bien quand on a une ordonnance qui nous revient en souvenir. Et tout ce travail qui engage nos responsabilités nous permet de faire de la pharmacie clinique. Il doit être aussi identifié et rémunéré. La sortie hospitalière, c'est un axe majeur pour nous. On veut récupérer le maintien à domicile. Et pas que le lit, pas que le déambulateur. On veut bien évidemment être sur les pompes à insuline, les appareils à pression positive continue pour l'apnée du sommeil. On veut être sur la perfusion. Pourquoi on n'y est pas? Parce que des autres nous ont pris le marché en allant capter les ordonnances. Donc on doit changer ça et récupérer cette activité parce qu'il n'y a aucune raison que l'on soit exclu de ce marché, d'autant plus que les patients souhaitent travailler avec nous et préfèrent être pris en charge par le pharmacien de confiance et de proximité plutôt que par un prestataire qui est à Bénédicte. Je crois que c'est Olivier. Est-ce que tu peux couper ton micro, Olivier? Merci. Ce sont les prestataires qui récupèrent les ordonnances sans demander l'avis du patient. Ça, c'est totalement inacceptable. Bien sûr, la coordination, CPTS, équipe de soins primaires. Voilà, cet après-midi, on est en négociation avec l'assurance maladie pour aller sur des protocoles expérimentaux pour lutter contre la perte d'autonomie, la sortie hospitalière justement, la prise en charge des patients complexes, en impliquant bien sûr le pharmacien. Je conclurai sur les valeurs de l'USPO. Bien sûr, comme l'a dit Renaud en introduction, nous on est attachés bien sûr au monopole. Chaque fois qu'on touche au monopole, vous avez l'USPO qui monte en première ligne, qui se bagarre et qui chaque fois gagne la partie contre les Leclerc, contre Macron, ministre de l'économie ou Montebourg. Voilà. Et là, on se bagarre pour pas que les autotests de dépistage du Covid soient en grande distribution. Voilà, on a mis le paquet, on a rassemblé la profession hier pour encore faire un communiqué de presse. Voilà, et vous avez l'USPO qui est toujours en tête de ligne, un peu au front, pour dire ça, on n'en veut pas. Et je peux vous dire que le ministère, depuis le début de la semaine, est mis vraiment sous pression. Ensuite, bien sûr, le maillage territorial, absolument indispensable. Le maillage territorial, c'est une force. Il va être d'autant plus important que les médecins ne tiennent pas leur maillage territorial. Et donc, quand un médecin part du village, eh bien, il faut qu'on confie plus de missions à la pharmacie. Il faut que le pharmacien, eh bien, ait encore plus de prérogatives. Il faut qu'il s'équipe en télémédecine pour pouvoir même mettre en place une consultation à distance avec l'hôpital ou avec son médecin traitant qui est à 20 km pour avoir la continuité des soins, bien sûr, dans le cadre d'une CPTS, dans le cadre d'un territoire où c'est organisé. Et puis, le dernier point, bien sûr, c'est pas d'ouverture du capital. Et moi, je le dis vraiment avec beaucoup de tristesse. Qu'est-ce que c'est cette alliance entre la FSPF et l'UNPF? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? L'UNPF a été sanctionnée il y a 5 ans parce qu'elle était pour l'ouverture du capital. La profession a fait payer cette position en rendant ce syndicat non représentatif. Pourquoi la FSPF aujourd'hui redonne de la légitimité aux 3 ou 4 individus qui restent encore accrochés à l'UNPF et qui sont ceux qui étaient pour l'ouverture du capital, alors qu'un grand nombre d'adhérents à l'UNPF n'étaient même pas au courant que cette position avait été prise à l'époque. Donc je dis que ça, c'est une erreur stratégique et que l'ouverture du capital, ce serait la pire des choses parce que après, derrière, tout se dit. Et nous, on a tendu la main
aux adhérents de l'UNEPF, mais pas pour un calcul politique à 2 mois des élections, pour essayer de récupérer 4 voix, mais aux militants de l'UNEPF qui étaient des syndicalistes qui voulaient s'investir pour défendre la profession. On leur a tendu la main en disant, mais si vous voulez continuer à travailler, vous connaissez les positions de l'USPO, si elles vous conviennent et si ça correspond à vos idées, bienvenue aux syndicats. Et un grand nombre sont venus, et je les en remercie, et on travaille avec eux, et ils enrichissent le débat, mais ils savent très bien qu'ils sont USPO et ils ne sont pas un UNEPF allié à la FSPF, c'est complètement différent. Une démarche d'il y a 5 ans, une démarche opportuniste à 2 mois des élections. Je pense que c'est significatif de l'état de fragilité de la FSPF aujourd'hui. Le dernier point, c'est la pugnacité de l'USPO. On ne lâche jamais rien. Quand on a un mandat, eh bien, s'il faut mettre 2 ans pour y arriver, on le fait. Et on est déterminé à réussir. Chaque fois qu'on avance des dossiers, c'est comme ça qu'on gagne la partie. On a la réputation, mais vous lâchez jamais rien. Ben oui, on lâche jamais rien, bien évidemment. Et puis après, le dernier point, c'est tout ce qui est solidarité. Vous avez vu l'effort de l'USPO pendant cette crise. Voilà, on n'a pas hésité un seul instant à faire un choix très clair, c'est on va aider toute la profession. On ne va pas aider que nos adhérents. Voilà, c'était très clair dès le départ, dès mars l'année dernière. La profession est en difficulté, tous nos confrères sont en difficulté, on ne sait pas où on va, personne n'était capable d'imaginer ce qui s'est passé, et donc il fallait absolument soutenir, à la fois bien sûr à travers les informations, mais également le soutien et le lien que l'on pouvait entretenir pour éviter que les pharmaciens se sentent isolés, se sentent en difficulté, et de pouvoir aussi soutenir toute son équipe pour passer cette période. C'est une façon différente de faire du syndicalisme, parce que quand on s'investit, eh bien, on a envie d'aider, et c'est pour ça qu'on passe du temps à faire du syndicalisme, mais c'est aussi pour aider les pharmaciens et les soutenir, surtout quand la période est difficile. Eh bien, c'est ça aussi un syndicat moderne, et avec tous les sacrifices que ça représente. Vous avez remercié Bénédicte et toute l'équipe de l'USPO. Voilà, on ne compte pas les dimanches, on ne compte pas les soirées et on ne compte pas les heures passées à rédiger des circulaires pour essayer de les rendre le plus claires possible. Et Dieu sait que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses à faire passer, y compris parfois des logigrammes pour simplifier la lecture des décisions pour toutes nos équipes quand elles sont confrontées à la facturation des masques, pour celui-là, pour tel autre, etc. Voilà, voilà en quelques mots je dirais ce que l'USPO a réalisé et a envie de faire. Voilà, c'est une orientation très claire du métier, des engagements qui sont tenus, de façon différente de faire du syndicalisme, et je suis ravi d'être en présence de toute l'équipe Île-de-France, parce que si elle s'est rassemblée aussi facilement, c'est qu'on partage ces mêmes valeurs et cette même envie de rendre ce métier de pharmacien encore plus attractif, encore plus au service de la population. Merci Gilles, merci pour ces mots et merci pour tout le boulot que tu as fait parce que encore une fois, moi je suis plutôt vers la fin de mon exercice et il y a 20 ans, je ne pensais pas qu'un jour on en serait là. Et d'ailleurs, souviens-toi, on a eu quelques discussions, notamment sur les honoraires. J'étais farouchement opposé aux honoraires. Et aujourd'hui, je ne peux que dire que j'avais tort et que toi tu défendais cette vision-là des choses, parce qu'aujourd'hui les honoraires nous protègent, parce que les honoraires c'est juste conventionnel et c'est juste pour les pharmaciens en exercice et que les prédateurs d'hier, tout d'un coup, ça les intéresse moins parce que ça leur coûterait beaucoup d'argent. Je rappelle qu'on est quasiment à 75% maintenant de la marge, c'est ça, 70 ou 75%, fléchés sur des honoraires, ne serait-ce que sur les médicaments. Mais à côté de ces honoraires sur le médicament, on a
les honoraires pour les bilans de médication partagés, on a les honoraires pour les tags, la vaccination, les entretiens pharmaceutiques. Tu as parlé du tabac, j'espère bien qu'on y arrivera. Le cancer, enfin, on a plein de choses à faire autour de tout ça, et on voit bien que on va, et y compris la tutelle, est en train de chercher vraiment le nectar de ce que le pharmacien peut donner. On l'a fait pendant des années en délivrant des boîtes, mais personne ne voyait l'acte intellectuel. J'ai eu un coup de fil, pas plus tard qu'hier, d'un confrère qui m'a dit c'est bizarre, ça fait 25 ans que j'exerce et ça fait un ou 2 ans qu'on m'appelle docteur. Donc c'est extraordinaire cette vision et ce basculement qu'il y a avec la vision et le regard de ceux pour qui on existe, c'est-à-dire les patients. Quand je dis on, je mets tous les professionnels de santé dans le on, hein, bien sûr. Vous dire aussi la fierté que l'on a avec mes colistiers. Vous voyez que, y compris, on n'arrive pas à brancher toutes les caméras. Il va falloir qu'on se dote peut-être à un moment d'un outil qui sera plus, ou alors il faudrait que j'achète un écran plus grand. Mais je sais pas, mais il y a quelque chose, voilà. Mais on a une liste équilibrée. Vous voyez, il y a plein de femmes. Et ben moi, j'étais quand même assez étonné depuis la création des URPS que la voix soit portée essentiellement par des mecs, alors que c'est essentiellement les filles avec un regard d'une humanité extraordinaire à chaque fois que les unes et les autres parlent. Ça me fait vibrer parce que au-delà de leur beauté, bien évidemment, mais ça me fait vibrer dans cette approche que nous, les mecs, on n'a pas. Et merci de cette valeur ajoutée, de cette douceur et de cet accompagnement que vous apportez. Donc une liste équilibrée homme-femme. Donc on est parfaitement paritaire. Il y a 9 hommes, 9 femmes. Donc la parité est complètement respectée. On représente tous les modes d'exercice, rural, urbain, centres commerciaux, quartiers. Vraiment, c'est la représentation. On est parfaitement équilibré dans la représentation des départements, sauf peut-être le département des Yvelines, parce que celui qui est en trop, c'est moi, mais j'avais pas encore tout de suite envie de partir. Voilà. Mais rassurez-vous, c'est la dernière fois que je me présenterai. Et avec en plus vraiment un ADN commun, parce que je vois Mélanie qui est dans le 91, parle avec une sensibilité particulière des bébés, des parents qui veulent avoir des enfants, avec un projet que d'ailleurs on a défendu avec les journées nationales, alors autour de l'alimentation de l'enfant. Donc on était orienté avec plus l'allaitement, mais elle va bien plus loin avec vraiment comment accompagner les parents, comment accompagner les bébés, avec Delphine qui toujours avec beaucoup de pertinence à la télévision, mais ailleurs aussi, rassurez-vous, arrive à défendre des positions parfois compliquées à défendre. Voilà, Edith qui dans le 95 passe le message notamment du diabète et des pompes à insuline, Jean, dont tu as parlé. Donc effectivement un marché que l'on doit absolument reconquérir. Je ne vais pas parler que des femmes. Eric Dourier dans le 94, qui lui est devenu le grand spécialiste de la cancéro, de l'insuffisance cardiaque, de la vaccination, de l'antibiotique, etc. Alors je regrette de ne pas voir Frédéric Poulain, puisqu'elle est au téléphone et qu'on ne peut pas avoir d'image. Yves Ben Saïd qui a une appétence particulière, qui est dans le 95 aussi, qui a une appétence particulière sur notamment
le rôle et la mission du pharmacien dans l'accompagnement des plus âgés, et notamment les EHPAD. On a un vrai projet, on travaille sur la qualité, un référentiel, et évidemment que derrière, il va falloir demander une rémunération à la hauteur du travail investi. Je ne parlerai pas de Martial Fraisse qui, lui, nous fait l'honneur de nous accompagner et qui a déjà brillé dans d'autres fonctions et qui, à travers sa connaissance de l'Europe, il est en permanence aux aguets de n'importe quelle petite virgule qui va toucher la profession et les dangers, il les sent arriver bien avant tout le monde et il nous défend partout. Rien que là, tout de suite, on était en train d'échanger, notamment sur les tests antigéniques, et c'est un vrai sujet. Voilà. Alors, notre spécialiste informatique, c'est Olivier Godard, qui lui est un fouineur, un geek complet, avec sa coprésidente qui, elle, est autour plus des problèmes, notamment de parcours de soins. Maude, qui a d'abord, elle est d'une douceur extraordinaire, d'une conviction totale. Elle est en train de refaire complètement sa pharmacie pour que son exercice ressemble à son projet vis-à-vis du patient. Donc, encore une fois, voilà, bravo. Florence, dans les Yvelines, je laisse les meilleurs pour la fin, les Yvelines. Donc, Florence dans les Yvelines qui elle, a participé à de nombreuses expérimentations, notamment autour de la contraception, mais pas que, mais aussi la rédaction de fiches avec Delphine, des fiches très pratiques que je vous invite, si vous les avez pas, de reprendre. Philippe, qui est le spécialiste des CPTS, donc et des réseaux et des clics et des MDPH, et puis Anne Aubijoux, qui elle excelle dans tout ce qui est discussion conventionnelle et ressources humaines autour de la pharmacie. Donc, vous voyez, on a vraiment un panel, et j'en oublie. Ah, mais je vois arriver Pierre. Tiens, c'est super. Pierre Chevet dans le 93, qui lui s'intéresse à tout, fouille partout. Il a un regard particulier, mais un regard monstrueusement pertinent et toujours dans la recherche c'est la mouche du coche. C'est lui qui nous fait avancer, c'est lui qui apporte les interrogations, c'est ça la philosophie. Donc, en tout cas, vous dire que, voilà, avoir une équipe aussi diverse, mais aussi engagée, mais aussi innovante, parce que c'est grâce à cette équipe qu'on a su mettre en place un certain nombre de projets. Alors, d'autres critiquent les projets. Les autres, vous savez de qui je veux parler sans les nommer. Sauf que les projets, ça aboutit par exemple qu'aujourd'hui le Trodangyne est devenu un acte de la pharmacie. Première fois où le pharmacien va participer au diagnostic, hein, et une mission particulièrement importante que suit d'ailleurs aussi Éric Dourier sur l'antibiorésistance, parce que ça passera par nous. Ça passera par nous. Il y a beaucoup trop d'antibiotiques qui sont prescrits, pas toujours nécessaires, et que tout ça, ça va dans les sols. Et on a aussi notre côté écologique et défense de l'environnement. Voilà, donc une équipe donc engagée, je vous l'ai dit, innovante et particulièrement réactive, parce que je peux vous dire que on bosse beaucoup, contrairement à d'autres URPS. On se voit pour le bureau une fois par mois et pour l'assemblée plénière une fois par mois aussi. Donc ça fait 2 réunions quasi obligatoires tous les mois. Et effectivement, toutes les réunions que l'on a avec la tutelle et notamment avec l'ARS pour pouvoir aboutir sur des dossiers, des documents et des orientations comme ce qui a été présenté par François Sarkozy tout à l'heure,
et qui est droit complètement dans la veine de ce que l'USPO défend, les orientations de l'USPO, la volonté de l'USPO pour que le pharmacien devienne le fer de lance de la santé, que redevienne à nouveau la porte d'entrée de la santé, l'endroit où on va coordonner les actes de santé, l'endroit où on va trier, comme l'a dit François Sarkozy tout à l'heure, le patient qui a besoin de rentrer dans un parcours de soins. Bref, je crois que les sujets sont nombreux et que l'on a su aussi, contrairement à ce qui est dit, l'URPS pharmacien Île-de-France, 100%, plus de 100% de son budget, parce qu'on va chercher des sous à droite et à gauche. Delphine a parlé tout à l'heure d'autres chapuis. Je peux vous dire qu'on va grappiller des sous où on peut pour augmenter notre budget, et 100% de la totalité du budget consacré uniquement à l'accompagnement des pharmaciens. Uniquement à l'accompagnement des pharmaciens. Alors d'autres vous proposent des miettes. Nous, c'est 100%. Comme ça, le problème est vite réglé. Et je voudrais aussi parler peut-être de quelques sons de cloche que j'ai entendus. J'ai l'impression qu'en face, en dehors de nous promettre des choses, ils ne savent pas faire grand-chose de plus. J'ai entendu, par exemple, qu'ils voulaient nous aider pour obtenir des aides auprès de la région Île-de-France. Ben, c'est magnifique comme idée, sauf que c'est nous qui l'avons fait. Nous l'avons fait l'an passé, au mois de mars ou avril, à la demande de la présidente du conseil régional, et que l'ensemble des dossiers ont été instruits, mais tardivement, parce qu'ils ont eu plus de 4000 dossiers, et j'ai eu le directeur général qui s'occupe de la santé au niveau de la région Île-de-France, eh bien, les 4000 dossiers ne sont pas encore complètement dépouillés parce qu'ils doivent être dépouillés, étudiés. Dessus, on trouve aussi bien des écouteurs pour l'iPhone que effectivement le plexiglas dont on avait besoin. Donc tous ces dossiers, une grande partie de ces dossiers ont été déjà soldés. Les sommes promises par l'Île-de-France ont été versées. Il reste encore une centaine de dossiers à terminer. Et puis Gilles, au niveau de la commission paritaire nationale, a défendu bec et ongle l'accompagnement des pharmaciens, notamment lors du premier confinement, de façon à essayer de rattraper toute la perte d'activité que l'on pouvait avoir. Alors bien sûr sur le médicament, mais c'est vrai aussi que sur le médicament, je crois qu'on a été particulièrement bon puisqu'on nous a autorisé les renouvellements et que, en gros, on n'a pas vu de baisse d'activité, en tout cas notable, sur le côté médicament, en dehors évidemment de toutes les pathologies saisonnières. C'est étonnant comme tout d'un coup, le besoin de médecins, de pharmaciens et de professionnels de santé diminue parce qu'on est confiné. C'est fabuleux, il n'y a plus de maladies, il y a plus d'allergies, il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de maux de gorge, il n'y a plus… voilà, c'est assez extraordinaire. Mais en tout cas, un grand merci à tous et à toutes. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, bien sûr que je suis prêt à donner la parole. On m'a écrit on entend la télé. Non, mes amis, c'était pas la télé. C'est en fait, j'ai en même temps une réunion importante sur une CPTS. Donc, j'écoute, je regarde deux écrans et j'essaye de jongler pendant mes moments de silence pour intervenir sur l'autre réunion. Voilà. Ben, j'ai déjà trop parlé. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole peut-être Martial ou Oui, bonsoir à tous. Alors, ce qu'ont dit Gilles et Renaud n'est que le reflet de la stricte vérité. Ce qui est intéressant, notamment, c'est pour comprendre vers quoi on va. C'est le sujet des antibiotiques qui a été évoqué par Renaud, et notamment, je vous rappellerai d'une certaine expérimentation dont moi-même j'ai fait, je dirais, les frais, puisqu'il fallait absolument trouver les pharmaciens expérimentateurs
c'est-à-dire les antibiotiques à l'unité, vous savez très bien qu'au 1er janvier 2022, on aura droit à avoir des classes médicamenteuses qui seront dispensées à l'unité dans nos officines. Bon, simplement, je vous rappellerai qu'à l'origine, ceux qui ont été à l'origine de cette expérimentation, qui l'ont portée, c'est la Fédé. Et quand on m'a appelé pour compléter le panel avec des conseillers de l'ordre pour avoir les 100 pharmacies expérimentatrices, notamment par rapport à l'Île-de-France, c'est la Fédé qui a appelé ensuite Isabelle Adno. Donc quand même, j'aimerais bien qu'on voit quand même par rapport aux enjeux ce qui s'est passé et ce qui est organisé par d'autres et qui n'est pas expliqué à tous nos amis pharmaciens. Donc je pense que le discours de l'USPO est clair, on a toujours eu la même vision. On est tourné vers les honoraires, vers des missions particulières et très précises pour mettre en sécurité les patients. On n'est pas tourné vers des missions de découpeurs de blisters. Bravo. Ouais, mais on en est là. C'est-à-dire que ce genre de vision est facilement repris par des hauts fonctionnaires qui trouvent vite une solution à des problèmes de gaspillage ou de mauvaise prescription, alors que le principe, mais on le voit tous de la façon dont on travaille avec, en coordination, notamment dans les maisons de santé avec les médecins, c'est qu'à partir du moment où on sait comment on travaille, où on sait comment on fonctionne tous, eh bien, il n'y a plus de problème de gaspillage d'antibiotiques, il n'y a plus de problème de gaspillage d'autres, même d'hypnotiques ou autres. Si on sait résister par rapport aux patients, par rapport à des addictions et autres, on peut prendre en charge au lieu de subir et les laisser s'enfoncer dans des addictions notamment. Donc là, on est les plus utiles. Au niveau de la crise telle qu'elle est partie, donc je ne sais pas si vous avez écouté notre ami BC dans l'après-midi. Philippe a assez bien exprimé sur une chaîne en expliquant qu'on ne pourrait pas vacciner rapidement parce qu'il fallait attendre les avis de toutes les agences. Alors, soit, mais les avis arriveront demain matin, donc on peut vacciner dès demain après-midi. Et ça, le Premier ministre l'a dit. Il va falloir que l'on puisse contacter les patients et revacciner. Pour ma part, j'ai fait mon flacon lundi tranquillement. J'ai vacciné dimanche dernier, dimanche d'avant à l'hôpital Bégin où je suis réserviste. Donc, j'ai fait du Pfizer, de l'AstraZeneca avec tous les arbres décisionnels qu'on peut avoir. Et donc maintenant, la difficulté, c'est simplement quand est-ce qu'on va avoir nos doses. C'est ça le principe, ce qui nous bloque tous. Alors, si j'ai fait un petit inventaire dans ma patientèle de savoir qui était vacciné ou qui ne l'est pas. Bien organisé, on a déjà vacciné plus de la moitié avec les médecins du coin. C'est pour vous donner une idée. Mercredi, il y a 8 jours, j'ai reçu 46 flacons. 1 pour moi, 45 pour les médecins. 3 par médecin. Les médecins s'étaient inscrits en masse. On a à peu près vacciné avec les centres de santé, avec Bégin. On a vacciné à peu près plus de la moitié des personnes qui sont fragilisées. Donc, on a été d'une grande rapidité. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne en maison de santé, on est en train de monter une CPTS, et c'est là où on voit que ça fonctionne, c'est qu'à partir du moment où on se passe les infos, où on a les listes de patients, ça va très vite. Et donc là, on réagit très vite. Les médecins sont passés me voir ce soir en me disant, est-ce que tu as gardé des flacons pour nous pour commencer demain et samedi? Et on va réembrayer dessus. Et comme on n'aura pas assez de flacons, c'est les centres de vaccination qui vont embrayer par rapport à nous le temps qu'on soit livré. C'est une bonne organisation. Donc moi, je trouve que ça reflète bien quelque chose de concret. C'est qu'à l'USPO, et ça, je remercierai toujours Gilles. Gilles, la première fois que je l'ai vu dans une salle, c'était en octobre, je ne sais pas si tu te rappelles, non, c'est le 22 décembre 2010. On était au ministère de la Santé et on discutait, c'était sur l'article 51, les bilans de médication. Et Gilles est venu à ma rescousse parce que j'étais en train de m'enferrer dans la définition et Chasson s'était levé comme un fou furieux, le médecin, et m'engueulait tant qu'il pouvait. Ça, je me souviendrai toujours de Gilles me défendant, de l'ordre des médecins me défendant. Il y avait qu'eux qui me défendaient. Et Philippe Gartner qui était impassible. Et ça, je veux dire que
quand on peut mouiller sa chemise et tout à coup on dit ce qu'on pense, Philippe, je l'aime bien aussi, Philippe Gartner, mais Gilles, il s'est mouillé tout de suite pour me défendre. Et ça, je lui en garderai toujours gré parce que c'était pas facile. Donc, bon, je pense qu'on, dans tous les choix que l'on fait, c'est des choix pragmatiques. Ils sont faits au service des patients. Les organisations fonctionnent. On a du mal encore parce que tout ce qui nous manque le plus, c'est le temps et la reconnaissance, mais ça va fonctionner. J'en suis sûr maintenant, parce que le pharmacien est devenu la personne, comment dirais-je, irremplaçable sur un territoire. On est devenu vraiment le pivot par rapport à la population pour la prise en charge. Maintenant, on arrive à signer des conventions qui sont indispensables avec les laboratoires d'analyse qui permettent de faire les prélèvements de PCR. Et pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'eau. Moi, je fais des prélèvements PCR pour un labo, les variants également. Et ça a un autre intérêt, c'est que par exemple, on arrive à identifier, là, je pense qu'on est sur un variant sur mon territoire qui est différent des autres, mais vraiment, le breton, vraisemblablement, c'est encore indifférent. Parce qu'on a des résultats incohérents et ininterprétables sur tests antigéniques, variants et PCR, ce qui prouve qu'on est sur une évolution du virus. Mais si on n'avait pas ces doubles qu'on fait antigéniques, variants et PCR, on n'aurait pas pu s'en rendre compte. Et aujourd'hui, on commence à… hier, on se posait la question, aujourd'hui, on en est persuadé. Et donc, il va falloir chercher. Donc, c'est ça. On exerce vers… on a une évolution qui est, je dirais, dans le sens de la qualité, de la prise en charge d'une population, d'une coordination des soins sur un territoire. Et ça, l'USPO l'a toujours porté et je l'en remercie. Vous voulez ? Alors, quelqu'un, Delphine, tu veux dire 2 mots ou le mot de la fin, à moins qu'il y ait des questions? Je ne sais pas si la régie a eu des questions. Ouais. Un petit mot, parce qu'effectivement, je pense que ça fait 1 an qu'on est tous épuisés et que là, ça atteint un peu un paroxysme, donc je pense qu'on est tous complètement crevés. Je voulais juste dire un petit mot sur effectivement la qualité de notre équipe. Il y a, je pense, chez chaque personne qui se présente sur cette liste, à chaque fois un petit truc spécial que j'aime en particulier. Et je déteste cette façon de se rendre des hommages ou de se lancer des fleurs en public. J'ai toujours trouvé ça un peu ridicule. On n'est pas au César. Néanmoins, je voudrais quand même avoir un petit mot pour dire la grande fierté que j'ai que Martial nous ait reçus. Il nous ait rejoint. Je lui avais envoyé un petit mot il y a quelques mois maintenant en lui disant s'il te plaît, viens avec nous. J'y croyais à peine parce que pour moi, c'était un tellement grand bonhomme pour l'avoir vu exercer ses fonctions au sein du CROP. Martial, tu l'appelles en 2 minutes, il te répond, il te donne une solution, il te donne une idée. Et c'est surtout un homme hyper courageux qui est droit dans ses bottes et qui va à fond dans ses convictions. C'est assez rare dans le métier parce qu'on voit surtout beaucoup de gens qui ont une grande gueule, mais finalement pas beaucoup de courage derrière. Et Martial, j'étais hyper fière quand il nous a dit « Ok, je viens avec vous » parce que je me suis dit bah, « Là, on gagne quand même un sacré bonhomme pour faire un super boulot ensemble. » J'étais vraiment très, très heureuse de l'avoir avec nous. Donc voilà, c'est une liste que j'aime. Tu vois, quand il y a 5 ans, je me suis mise sur la liste avec l'idée que j'aurais pas beaucoup de temps à consacrer et j'étais un peu gênée par ça. Cette année, je me suis dit, j'y vais et tant pis, j'essaie de trouver le temps parce que c'est tellement génial ce qu'on fait aux URPS, c'est tellement ce que je préfère faire, monter ces projets, essayer de faire avancer la profession. Enfin, je vois en 5 ans tout ce qu'on a fait, je trouve ça vraiment, vraiment formidable et je veux continuer à en être et je veux continuer à essayer de trouver le temps pour en être. Et quand je vois l'équipe en plus qu'on est, je me dis on va forcément faire des étincelles et des miracles. Donc voilà, c'était juste un petit mot, je veux pas alourdir trop le truc, mais voilà, vous savez que moi je suis toujours le bisounours et j'ai beaucoup aimé ton petit mot sur les femmes et leur empathie. Je pense que dans notre liste, il y a aussi des hommes qui sont capables de beaucoup de sensibilité. Et j'adore l'ambiance qui est entre nous. Et j'espère que nos confrères et nos consoeurs la ressentent et se disent que toute cette empathie commune, ce sera évidemment à leur bénéfice. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Delphine. Bien. D'autres interventions, non? Est-ce qu'il y a des questions, Bénédicte? Quelques questions, oui. Okay. Je suis embêtée avec mon éditeur de logiciel qui bloque beaucoup de mes
activités. Que pensez-vous faire pour la prochaine étape? Renaud, tu réponds? Oui, je vais répondre parce que ça, c'est mon dada. C'est mon dada parce qu'on a, vous savez, on a des LGO, vous savez, logiciel de gestion d'officiers. Ah oui, bah, ça gère les prix, ça gère les commandes, ça gère le tiers payant, ça gère la caisse, ça gère les crédits, ça gère, voilà. Moi, aujourd'hui, j'appelle ça une caisse enregistreuse électronique. Hein. Moi, j'ai besoin d'un outil pour accompagner mes patients. J'ai besoin d'un outil qui tous les jours va faire gagner du temps à mes collègues, à mes confrères et à mes consoeurs, en facilitant un certain nombre de pratiques, ne pas être obligé de ressaisir le numéro de sécurité sociale sur un autre logiciel, aller sur Amélie et que tout ça, ça puisse communiquer et que l'on puisse consacrer notre temps uniquement aux patients. C'est assez étonnant parce que je le disais encore, je ne sais plus quand, j'ai l'impression que l'ensemble de mes patients connaissent mieux mon crâne que mes yeux. Parce qu'à chaque fois que je suis devant eux, je suis en train de scanner un morceau de papier, éditer un autre, passer une carte machin, regarder la carte de sécurité sociale ou regarder mon ordinateur. Et quand je lève les yeux, eh ben enfin je vois quelqu'un qui me dit mais parle-moi, parle-moi. Eh ben c'est ça que je demande. Je veux parler avec les gens. Mon métier, c'est notre métier dans la santé devrait être que ça. Tu disais tout à l'heure l'empathie, Delphine. Notre métier, c'est l'empathie. Et que donc, il faut que l'on arrive à trouver ce temps de partage, de conviction, d'accompagnement. Gilles a parlé d'éducation, d'accompagnement motivationnel, l'éducation thérapeutique. Tout ça, ça demande du temps. Et le temps administratif, alors ça, c'est Éric Dourier qui nous a écrit 3 pages sur la simplification administrative. Oui, donc tout ça, ça doit devenir des choses simples, mais des choses simples dans l'intérêt de nos patients et de l'exercice qui devient le nôtre. Voilà. Ils n'ont pas compris qu'on est passé par une case commerçant par erreur, mais que l'on est des professionnels de santé. On a besoin d'un dossier patient qui soit complet et que donc moi je m'engage en tout cas à faire le maximum pour faire plier les éditeurs de logiciels. Il y en a qui sont adorables, qui nous accompagnent, qui sont avec nous, et ben les autres peuvent le faire. Et moi aujourd'hui je travaille avec un petit éditeur de logiciels qui fait des grandes choses avec de petits moyens et qui avance. Alors ça fait pas papa maman partout dans l'écran, il n'y a pas des couleurs et des machins, mais j'y trouve tout ce que j'ai besoin et surtout, je reste propriétaire de mes données, ce que tout le monde ne fait pas. Voilà ce que je pense de l'évolution et du blocage des éditeurs de logiciels. En fait, si je peux compléter, Renaud, tu l'as très bien résumé, c'était des logiciels de gestion. Aujourd'hui, ça doit être des logiciels d'aide à la décision et de soutien pour l'accompagnement des patients. Quand on est en train de... Je prends toujours cet exemple quand je vais au ministère ou à l'agence du médicament, je leur dis, voyez, pour le Dépakine, chaque fois que je tape le Dépakine, j'ai une alerte. Même si c'est un homme, même si c'est une personne qui a 80 ans, ça me fait un pop-up. Et au bout d'un moment, le pop-up, dans 50% des cas, il sert à rien, on ne le regarde plus. Ils ne peuvent pas faire mieux, non? Juste dire Dépakine, sexe féminin. C'est pas compliqué comme intelligence artificielle. Même ça, ils ne le font pas. Au bout d'un moment, ça suffit. Il faut investir. Notre métier évolue. Les logiciels doivent s'adapter et nous aider dans l'accompagnement de ce métier. Et voilà, ne pas se consacrer uniquement sur de l'outil de gestion. L'outil de gestion est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Regardez ce qui se passe pour la ICPS, la connexion à CIDEP, maintenant la connexion à la plateforme vaccin. Franchement, quel bazar. Tout ça parce que les mecs nous ont piqué notre carte CPS. C'est quand même formidable. Hein. Ils l'ont pris. Elle est à eux. Nous, on ne peut pas s'en servir. Sinon. Donc, il va falloir un peu bousculer les choses. Mais je pense ils ont bien compris
qu'ils ne pouvaient pas rester comme ça dans un truc en disant, oh là là, on a trop de boulot, on n'y arrive pas. Non, non, nous, le métier avance vite, hein, il faut que le logiciel avance aussi. Et que ce soit des logiciels d'aide à la décision, de sécurité, de traçabilité des décisions que l'on prend. Vous avez mis en place une expérimentation sur le dépistage. Qu'est-ce que vous allez faire pour votre prochaine mandature si vous êtes élu? L'expérimentation sur le dépistage, enfin l'expérimentation, c'est la spécialité de l'URPS pharmacien Île-de-France. Hein. On est partout, on est dans tout. On est dans l'expérimentation autour de la formation continue avec des outils qui permettent en quelques minutes tous les jours de se remettre à niveau. Ça, la grande spécialiste, c'est Florence, notamment. On est spécialisé dans les dépistages, effectivement, puisqu'on a commencé par les TROD, on a continué par par le diabète, avec des résultats assez exceptionnels, et que j'aimerais bien que autour de ces, et puis le VIH qui aujourd'hui, franchement, on est dans des outils comme le test nasal là, du TAG, où on laisse la personne tout seul se piquer, identifier, sans forcément respecter les zones de sensibilité et découvrir au malheur, je suis infecté ou pas, ou Dieu merci, je ne le suis pas. À partir du moment où on prend un test comme ça, c'est qu'on est une personne à risque. Donc cette personne, il faut qu'on la prenne en charge et il faut qu'on l'accompagne. Ce n'est pas tout de faire un test. Le test, c'est y compris au niveau du test antigénique, c'est tous les conseils qu'on peut leur donner, c'est l'accompagnement, c'est donc aujourd'hui, voilà, donc on est l'expérimentation aussi, c'est on a parlé tout à l'heure de l'insuffisance cardiaque avec Éric Dourier, l'expérimentation sur l'hôpital de Créteil, on est en train de mener cette expérimentation de l'accompagnement du pharmacien de ville en relation avec son confrère hospitalier, de façon à ce qu'il y ait une conciliation d'entrée et de sortie, et que derrière, à la sortie, une fois que le bon traitement a été identifié, qu'on a dépoussiéré un petit peu, comment est-ce que le pharmacien va accompagner ça? Parce que notre rôle, c'est aussi éviter la iatrogénie et puis se mettre en contact avec les médecins et que ce soit pas toujours le patient qui va dire ah ben il me faut ah ben moi je veux mon Stilnox du soir hein, parce que vous comprenez sans ça je voilà donc ou le petit vieux qui va nous dire qu'il veut absolument son oméprazole tous les jours. Est-ce qu'à 90 ans, il faut toujours continuer à faire ça? Est-ce qu'on n'a pas d'autre chose à faire et vraiment avoir le bon médicament pour la bonne personne au bon moment et puis faire marcher cette invention de Gilles, le DAD, vous savez, la dispensation adaptée, hein, et que finalement, à chaque fois qu'on va intervenir pour diminuer le nombre de médicaments, qu'on soit directement intéressé et qu'on ne soit pas perdant, qu'on ne soit pas, qu'on ne court pas avec l'honoraire à la boîte ou à la marge que l'État accepterait de nous donner. On est là pour pharmacien, c'est apothicaire. Apothicaire, c'est un gardien de poison. Donc tous les jours, on garde du poison. Voilà. Et que notre métier, ça va aussi là-dedans. Et toutes ces expérimentations vont aboutir quelque part à cette évolution de notre métier. Et vous savez, dans certains pays du soleil levant, on paye le médecin tant qu'on n'est pas malade. Et quand on est malade, on ne le paye plus. Parce que le boulot du médecin et du professionnel de santé, c'est de nous garder en bonne santé. Et ben moi, je rêve de ça. C'est-à-dire donner, non pas donner des jours à la vie, mais donner de la vie au jour. Voilà. Ça, c'est particulièrement important. Est-ce que tu permets de un petit peu, Bruno? Le dépistage, selon moi, c'est une partie des missions, enfin des projets de l'URPS,
mais actuellement, on en a quand même plein d'autres en cours qu'on aimerait voir aboutir. C'est toute la prise en charge du soin non programmé, hein, d'où l'invitation de François Sarkozy ce soir. Ça, c'est vraiment un dossier qui me tient à cœur. On a plein de choses à mettre en place. La prise en charge de l'infection urinaire simple chez la femme et puis la possibilité de lui dispenser un antibiotique, la prise en charge des plaies, des tiques, enfin bon, c'est des redites, hein, on l'a déjà dit. Ce que je veux dire, c'est qu'on a plein de projets dans différents domaines et on ne se limite pas au dépistage, loin s'en faut. Le dépistage, c'est vrai que c'était un très bon une très bonne accroche pour commencer à imaginer des projets, mais aujourd'hui, on a tellement évolué dans nos idées qu'il y a plein de choses qu'on a envie de mettre en place et sur lesquelles on va s'acharner. Donc c'est vrai que dépistage, ça peut être aussi le dépistage d'un patient en souffrance, enfin qu'on sait insuffisant cardiaque et qui arrive à l'officine, et on apprend tout de suite à dépister les signes d'une décompensation pour l'envoyer dans une structure d'urgence ou de semi-urgence. Voilà, ça, ce sont des dossiers sur lesquels on travaille actuellement. Donc, on a encore plein de choses à faire ensemble. On ne va pas se limiter au dépistage. Il y a des dossiers qui sont en cours et qu'on aimerait finaliser, bien évidemment. Il y a par exemple le suivi des patients hypertendus, c'est-à-dire que voilà, de savoir comment on intègre dans notre activité suite à une prescription. Là, le décret pharmacien correspondant, vous savez, le pharmacien qui est choisi par son patient et qui peut être amené, comme le rappelait Martial, dans le cadre de protocole, d'adapter la posologie et de changer le traitement dans le cadre d'un protocole. Et on voit bien que tout ça va concerner le diabète, va concerner l'hypertension, va concerner la douleur. On a là des champs d'expérimentation pour montrer que quand on applique ce protocole à telle pathologie, à telle prise en charge, comment on fait pour l'améliorer. Vous savez, je me rappelle quand on avait discuté de cet article 51 au moment où Martial se faisait penser, on en était au stade de dire respectons les recommandations pour la mise en place de l'antihypertenseur. On commence par telle place thérapeutique, et si on est en échec, on passe à une autre. Et déjà, la réflexion des pouvoirs publics à l'époque, c'était de dire, mais les pharmaciens peuvent respecter le protocole de la prise en charge de l'hypertension. Vous voyez, il faut être ambitieux dans notre vision. Vous voyez, quand Renaud tout à l'heure a expliqué la dispensation adaptée, alors bien sûr, ça fait l'objet de critiques. Et quand on a de l'avance, on est toujours critiqué. C'est toujours comme ça. Et quand même, la dispensation adaptée, c'est simplement d'être le garant du bon usage du médicament. Et voyez la différence entre deux conceptions. Quelqu'un qui subit et l'autre qui crée. Quand on est sur les antibiotiques et que vous subissez une expérimentation que l'USPO a boycottée, et quand je dis boycotter, c'est boycotter. On en a parlé avec Renaud, puisque le ministère, c'était Marisol Touraine à l'époque, nous sommait d'avoir 5 ou 10 pharmaciens expérimentateurs. Avec Renaud, on a tenu bon et on a dit 0. Ça n'a pas été le cas du 3e de liste actuel ou du 4e de liste qui passait à la télé avec sa paire de ciseaux de l'autre liste. Et en face une gare bien connue et qui se targuait il a pris le nouvel emblème de la pharmacie quand même, hein, la paire de ciseaux. Hein. Ouais. Et qui se targuait d'être un match, que c'était formidable, etc. Vous vous rendez compte? C'était de dire j'ai une prescription qui n'est pas conforme aux recommandations permettant le bon usage de cet antibiotique et j'en suis réduit à délivrer cette ordonnance qui n'est pas conforme, en plus en prenant une paire de ciseaux pour donner le juste nombre de comprimés qui ne correspond à rien pour le traitement du patient. On en était réduit à un compteur de comprimés, totalement inadmissible. Nous, c'est l'inverse. C'est de dire, eh bien, si l'antibiotique est prescrit pour une semaine, parce que le médecin met une semaine, et qu'il a choisi un antibiotique qui est recommandé pour 5 jours, eh bien, moi, je vais ramener la prescription à 5 jours. Et j'ai pas besoin d'une paire de ciseaux pour ça. C'est simplement que moi, je connais la recommandation. Et que dans le cadre d'une prise en charge classique, ben, c'est moi qui suis le garant du bon usage de cet antibiotique. J'évite que des comprimés soient pris en trop ou que les comprimés soient stockés de façon inutile ou pas assez.
Voilà, ça c'est le boulot de pharmacien. Vous voyez, ça change complètement de concept, hein. On est complètement différent. On dit, attendez, c'est nous les spécialistes du médicament. Et on est en complément du médecin, mais on n'exécute pas bêtement, en comptant des comprimés, quelque chose qui est mal prescrit. Sinon, on n'a pas d'ambition pour son métier. J'avais dit que j'interviendrai pas beaucoup ce soir parce que je suis crevée, puis voilà, me voilà intarissable. Je rebondis sur ton histoire d'hypertension. Avec la crise Covid, forcément, il y a beaucoup de choses qui ont été mises un peu entre parenthèses, mais il y a un dossier qu'on avait commencé à attaquer et qui me tient à cœur aussi, c'est la prise en charge d'un patient qui sort de l'hôpital après avoir fait un infarctus du myocarde. Ce patient-là, la première chose qu'il vient faire, c'est chercher son ordonnance à la pharmacie et c'est à lui de coordonner les soins. Est-ce qu'il a un médecin traitant? Est-ce qu'il a un cardiologue en ville? Comment sera assurée la surveillance derrière? Est-ce qu'il a besoin d'un soutien psychologique aussi? Un patient qui a eu un problème cardiaque, c'est souvent un patient qui est très anxieux. Voilà, donc ça, c'était aussi un dossier qu'on avait commencé à ouvrir et qui est vraiment à l'état d'ébauche. Voilà, c'est juste pour citer les choses qui sont en cours. Mélanie, en ce moment, se régale à faire des cours de portage de bébés, voilà, l'aide aux parents, tout ce qui touche à la périnatalité, l'aide aux parents qui souhaitent devenir des parents, quelle que soit la structure familiale. Voilà, c'est des projets qui sont extraordinaires. On est un partenaire de vie pour nos patients au quotidien. Il faut qu'on ait plein de cordes à notre arc. Et ce qui est extraordinaire avec l'équipe que l'on est, c'est que chacun a ses sensibilités propres et va apporter une corde différente, une couleur différente à l'arc-en-ciel. Et au départ, à la fin, on aura plein de projets dans lesquels forcément chaque pharmacien se retrouvera et dans lesquels chaque pharmacien aura envie de s'investir. Il y a des choses qui lui parleront et qui se diront « ça, je trouve ça chouette, ça me correspond bien, c'est ce que j'aime et je vais rentrer là-dedans ». Donc encore une fois, c'est juste pour dire on ne se limite pas au dépistage, il y a plein d'autres choses à faire qui sont en cours et qu'on aimerait finaliser. Oui, tout à fait. Je me permets 2 secondes. Ce que je dis souvent à mon équipe, on est à Bobigny, on est vraiment dans la cité, on est vraiment au contact de gens qui ont besoin de nous tous les jours, on donne des explications, tous les jours, on fait de notre mieux et je leur dis, la vision qu'a l'USPO du métier du pharmacien, c'est la vision qui montre que le pharmacien et son équipe sont tous pleinement et fièrement des professionnels de santé. On n'a pas honte, on a des connaissances, on a des compétences, on peut les mettre en jeu, on peut défendre nos idées et on y va et on le fait à fond. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'est important. Tu as eu raison. Alors, Bénédicte, qu'est-ce qu'il y a Est-ce que la sérialisation est obligatoire? Est-ce que La quoi? sérialisation. La sérialisation. Alors, oui, bien sûr, elle est obligatoire. Elle fait partie d'une directive européenne qui s'oppose à tous les pays, sans transposition en droit français, et elle est maintenant inclue dans les bonnes pratiques de dispensation, donc opposable à tous les pharmaciens quand vous avez un contrôle d'un inspecteur de l'ARS. C'est partie de la lutte contre la contrefaçon, voilà, parce que c'est un fléau. Alors, on peut dire en France, ça n'existe pas, etc. Oui, ça n'existe pas. Sauf que du Plavix contrefait a circulé du côté de Boulogne, Dunkerque. Du vaccin Covid est déjà en tentative de contrefaçon. Oui, ça existe. Et il suffit d'une fois. Hein. Il suffit d'une fois pour l'Europe. Donc, après, l'USPO a été totalement critique par rapport à cette directive européenne. Nous l'avons critiquée dès le départ, c'est-à-dire il y a maintenant 4 ans, 5 ans. Quand on a vu arriver ce texte, on a dit mais qu'est-ce que c'est ce truc quoi? Nul. Qui c'est qui a pensé ça? Et en fait, c'était un machin qui consistait à dire end-to-end. Le premier, c'est l'industriel qui fait ses codes uniques, qui les imprime par boîte et qui met les petites languettes de sécurité et qui enregistre chaque boîte sur le hub européen. Chaque boîte ayant un code unique, ça permet, si une boîte est contrefaite avec le même code, de le détecter immédiatement. Et ensuite, au milieu de la chaîne, personne ne fait rien. Le dépositaire, le grossiste, il ne fait rien. Il est exonéré de
de la sérialisation. Et puis le dernier, c'est le pharmacien, qui, d'après la directive européenne, doit le faire devant son patient, donc doit scanner la boîte et toutes les boîtes à prescription médicale obligatoire devant le patient, en espérant qu'il n'y en a aucune qui clignotera en rouge, sinon il ne peut pas la délivrer. Et donc on dit, mais c'est pas possible, c'est-à-dire que je suis capable de recevoir un produit, un médicament que je vais mettre en stock pendant 2 mois, et au moment où le patient en a besoin, je ne vais pas pouvoir le lui délivrer parce qu'il clignote en rouge. Alors que j'aurais pu avoir cette information au moment où je rentre ce médicament dans mes stocks. Bon, l'USPO, d'abord, s'est étonné de l'absence de travail des logisticiens, que sont nos grossistes répartiteurs et dépositaires, et ensuite s'est étonné que l'on ne puisse pas le faire à la pharmacie. Le L, c'est la pharmacie, c'est pas forcément devant le patient. Donc on a on a commencé à critiquer le texte, et là on était un petit peu mal à l'aise, parce que l'autre syndicat a répondu à l'appel d'offres pour gérer la sérialisation en France. Et qui était à l'origine de cet appel d'offres, c'était Philippe Bessé, qui était président de Réseau Pharma, et qui s'est associé avec une société qui s'appelait Hayet, qui était italienne, qui a fait faillite, et donc il a répondu à l'appel d'offres. Donc quand vous répondez à l'appel d'offres, c'est que vous êtes d'accord. Et donc on était seul à dire que ce machin n'allait pas. Mais bon, donc on était tout seul, et puis c'est parti comme ça. Donc, on a continué quand même à travailler. Bon, il a perdu l'appel d'offres. Donc, depuis qu'il a perdu l'appel d'offres, il est contre la sérialisation. Mieux. Ça, c'est pas des façons de faire. En tout cas, il n'est pas crédible aujourd'hui quand il fait des rondes de bras en expliquant à tout le monde que c'est affreux. Tout le monde se moque de lui. Parce que tout le monde se rappelle que quand il fallait faire prendre du pognon, il était présent pour son réseau pharma. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 choses. On a demandé à l'ordre un coup de main. Et on a demandé à l'ordre de mettre un connecteur pour assurer la garantie de la non-exploitation de ces données. Ça n'a pas fait plaisir à l'ordre, hein, parce qu'ils savaient très bien que ça allait être un boulot qui n'allait pas être facile. Mais ils ont accepté, et donc c'est une garantie, en passant par le connecteur de l'ordre, que d'autres acteurs, comme les industriels, n'exploitent pas les données que l'on fera chaque fois que l'on va décommissionner un médicament. Et ensuite, on a négocié avec le ministère en disant, mais nous, on veut le faire à l'entrée. En tout cas, laisser la possibilité de le faire à l'entrée. Je préfère le faire en back-office que de le faire en front-office. Je préfère ne pas stocker des médicaments pendant 2 mois, alors que si je les stocke, je vais pénaliser un patient parce qu'au moment où il en a besoin, je ne peux pas lui délivrer. Sans parler de la honte que vous avez quand vous êtes devant le patient, que vous montrez une boîte, que vous allez la lui donner, et que tout d'un coup, vous ne pouvez pas la lui donner parce qu'elle clignote en rouge. Et le patient vous dit, mais pourquoi vous me demandez de repasser demain? Vous en avez une. Oui, mais celle-là, je ne peux pas te la donner parce qu'elle est peut-être contrefaite. La réputation est finie dans le quartier. Terminé. Pharmacienne, je ne sais pas où il achète de ces médicaments, mais celui-là, il a des médicaments contrefaits. Terminé. Donc, on a tordu le règlement européen. Et ça, c'est pas une affaire facile. Mais bon, le ministère a accepté de le faire. Donc, là, maintenant, les éditeurs de logiciels n'ont pas forcément trop joué le jeu, ils coûtent un petit peu cher. On leur a demandé de baisser leur prix. Et d'ailleurs, il y en a un qui a dit, eh bien, quand je le fais en back-office, selon la proposition de l'USPO, je ne fais pas payer un abonnement tous les mois. Parce que ça me coûte moins cher. Donc, c'est vrai que ça coûte moins cher. Ça ne pénalise bien sûr personne. Donc, voilà, vous scannez, quand vous rangez votre commande, je sais qu'il y a déjà des acteurs qui sont en train de mettre un tunnel. Voilà, toutes vos boîtes passent sur le tunnel, c'est décommissionné au fur et à mesure, et elles peuvent être rangées dans un robot, dans des tiroirs, etc. Une fois que c'est rangé, tous les médicaments, vous travaillez comme aujourd'hui. Tous vos médicaments sont sécurisés. Et donc, vous avez des promis, vous faites des avances, etc. Vous n'êtes pas embêté. Vous avez aujourd'hui une ordonnance qui est incomplète, vous allez faire un promis. Si vous le faites à la sortie, c'est la catastrophe parce que vous ne pouvez pas finir la facture, parce que vous êtes coincé, parce qu'il faut que vous ayez la boîte pour finir. Si vous faites comme on l'a proposé, vous continuez à travailler comme aujourd'hui, et vous décommissionnerez le promis à l'entrée,
S'il ne clignote pas en rouge, vous le rapprocherez de votre bon de promis, l'affaire est entendue. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et si jamais vous avez une panne ou un ralentissement de votre réseau Internet, eh bien, c'est mieux de l'avoir, si ça ralentit le remplissage des tiroirs, que d'être en attente devant le patient parce que ça passe pas. Voilà. Donc, on a fait ce boulot. Pour l'autre syndicat, bien sûr, on a instrumentalisé pour la campagne électorale, sachant très bien qu'on a eu une réunion lundi, et que lundi, il n'a pas la même fermeté que ce qu'il fait quand il envoie ses circulaires dégradantes, assez, je dirais, agressives contre l'USPO, pour essayer d'instrumentaliser un dossier, pour essayer de récupérer des voix de la façon la plus minable possible, c'est-à-dire la méthode populiste. Et lui, qu'est-ce qu'il dit en réunion? La FSPF fera respecter la réglementation. Ben, j'aurais aimé qu'il écrive dans sa circulaire, hein. Ça aurait été plus clair. Il écrit l'inverse. Après les élections, vous verrez, il se couchera en demandant à tout le monde de faire la stérilisation, parce qu'il y a des risques, parce que si vous avez aujourd'hui un inspecteur en pharmacie qui vient et qui coche les cases, il vous demande est-ce que vous avez mis en place la stérilisation? Non? Ah, un problème, hein. Vous ne respectez pas les bonnes pratiques. Et c'est M. Bessé qui va défendre ce pharmacien, ben, il peut le défendre, hein. Il ne respecte pas les bonnes pratiques. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas un dossier qui est agréable, mais l'USPO, nous, on raconte pas de salade aux pharmaciens. Et on a essayé de réduire les coûts des éditeurs de logiciels, de rendre ce dossier beaucoup plus transparent dans sa pratique professionnelle. Et après, voilà, ça fera partie des choses qu'on aura intégrées dans notre façon de travailler. Moi, j'ai des confrères qui le font à l'entrée, qui ont testé, et ils le font depuis maintenant 6-8 mois. Ils me disent, mais chez nous, on n'en parle plus, quoi. C'est plus un dossier, c'est plus un problème, hein. On a pris l'habitude de le faire, ça va, ça roule. On a quasiment jamais d'incident, heureusement. Au début, il y en avait un petit peu parce que les fabricants n'arrivaient pas à enregistrer correctement et ça faisait des fausses alertes. Voilà. Et maintenant, vous savez ce qu'on est en train de faire? Ben, de gérer un problème où tout le monde fuyait, c'est de dire, attendez, mais si jamais ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? J'ai une boîte là qui coûte 4 000 €. Elle clignote en rouge. Et qui c'est qui me la reprend? Et là, on avait une espèce de volet des tourneaux. Le grossiste, il dit, c'est pas moi. Oui, mais il y a un quart d'heure, elle était dans ton camion. Le laboratoire, il dit, ah ben c'est pas moi je fais pas de produits contrefaits. Oui, mais quand même, c'est pas quand même le pharmacien qui va avoir la charge du truc. Et donc, on est en train de régler ce problème et de dire que ça peut pas être à notre charge, que les assurances des laboratoires doivent prendre en charge, bien évidemment, quand on a une boîte cassée, etc. Donc, on est en train de travailler et de finir là-dessus. Mais nous, voilà, on ne dit pas, non, non, vous inquiétez pas, vous allez voir, on va attaquer l'Europe. Ouais, attaquer l'Europe, hein. Vas-y, va attaquer l'Europe là-dessus. Tu vas voir le retour sur l'ouverture du capital, tu vas voir le retour sur le monopole, tu vas voir le retour sur le e-commerce. Attention, hein, quand on va titiller la Cour de justice européenne, il vaut mieux y aller avec, je dirais, des bons arguments, parce qu'on est le seul pays qui aujourd'hui n'a pas démarré la stérilisation. Dans tous les autres pays, ils le font. Ce qui veut dire que la France aujourd'hui empêche la lutte contre la contrefaçon à elle seule, parce que quand il y a un pays qui ne le fait pas, eh bien, ça ne sert à rien que tout le reste de l'Europe le fasse. Vous imaginez bien que ça va finir mal, cette affaire, si on a encore des gens qui essaient d'instrumentaliser ce dossier. Voilà, l'USPO, c'est aussi un langage de vérité, même quand des dossiers sont difficiles, et même à 15 jours des élections. Et donc, la question qui suit, c'est comment peut-on mettre en place la stérilisation? Comment est-ce qu'on la met en place? Alors, simplement, il faut contacter son éditeur de logiciel. Il faut passer par le connecteur de l'ordre, hein, parce que ça permet de le faire beaucoup plus facilement. Ça permet de simplifier et à partir de là, d'avoir bien la procédure. Moi, je vous conseille de le faire à l'entrée. Ça veut dire que quand vous allez recevoir votre commande, dans cette commande, il y a les médicaments à prescription médicale obligatoire. Ce sont les seuls qui doivent être décommissionnés. Donc, vous avez une procédure de réception de commande comme vous le faites aujourd'hui, sauf qu'avant de ranger les médicaments
dans le tiroir ou dans le robot, ils doivent le passer sur un scanner, et un scanner comme vous l'avez aujourd'hui, hein, un lecteur de code barre à 2 dimensions. Et quand vous êtes en procédure de décommissionnement, ben, vous passez le scan, il regarde si la boîte a été vendue dans un autre pays, et si c'est pas le cas, eh bien, elle est décommissionnée et elle peut être rangée. Donc, un tunnel avec un scanner, ça passe, et après ça part dans les rayons. Voilà. Donc voilà, ça me paraît être la chose de la plus simple. Mais le coup d'après, et c'est ça toujours l'USPO, hein, c'est qu'on anticipe toujours. Ce qui nous intéressera, c'est que quand vous recevrez un carton de cholécalciférol, 120, bien, ce serait peut-être mieux qu'en scannant le carton, ça décommissionne les 120 watts d'un coup qui sont à l'intérieur. Ça s'appelle les codes consolidés. C'est ce que font nos confrères hospitaliers pour pouvoir le faire à l'entrée et de le faire le plus simple possible. Donc, si on le fait à la sortie, mais ça, on ne peut pas le faire. Donc, une des idées, c'est aussi derrière de simplifier avec des lectures qui permettent de décommissionner un certain volume de médicaments d'un coup. Donc, éditeur de logiciels. Encore une fois, ramener l'éditeur de logiciels à travailler pour la pharmacie. Et pas forcément pour la Sécu ou le ministère de l'économie. Si je Il y a encore une. Pardon, Philippe. C'est que la vraie caractéristique de l'USPO, c'est d'être vraiment à l'écoute de la profession. Alors, si on est engagé, là, on a la chance d'avoir des leaders qui ont plus de 1000 idées à la minute. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux, mais ce que j'apprécie énormément, et c'est une grande caractéristique de l'USPO, c'est qu'ils sont toujours disponibles pour vous écouter. Et j'ai 2 ou 3 exemples où à chaque fois que je les appelle, ils sont là. Alors des fois, l'idée n'est pas toujours très claire, mais eux, ils ont toujours l'idée, ils savent le transformer. Renaud, on se connaît depuis longtemps. Quand à un moment où on a parlé des gardes et je lui dis c'est pas maîtrisé par la profession, il n'y a pas d'outil qui est géré par la profession et qui est gratuit et qui permet à la profession de se connecter. Et je trouve qu'il y a plein d'organismes qui en font du commerce. Mais c'est comme ça que Renaud a créé Mon Pharmacien en Ile-de-France. Sur la vaccination, Gilles, c'est son combat depuis longtemps. Il s'est battu il y a plus de 2 ans pour que tous les vaccins soient à prescription obligatoire puissent être délivrés par le pharmacien. Ça, c'est un point où c'est à 2 ans d'avance, la crise Covid, et c'est pour ça qu'on est déjà habilité à vacciner. Et Gilles se bat depuis 3 mois pour ça. Et ça, je trouve que c'est des gens qui remettent notre métier en avant. Et ça, c'est très agréable. Et je vous dis, personnellement, pour les connaître un peu, c'est que ce que j'apprécie, c'est qu'en plus, ils sont toujours à votre écoute. Et ça, c'est très important pour la profession d'avoir des leaders qui soient encore proches de vous. Merci. Alors, ma dernière question peut-être, lors du premier confinement du Covid-19, le pharmacien était le seul avec le médecin co à gérer les traitements et récemment responsable de la livraison des vaccins de Pfizer en EHPAD. Son rôle a été renforcé et plus reconnu. Peut-on espérer une reconnaissance de l'acte du pharmacien qui prépare les PDA toute l'année sous forme d'un honoraire de préparation de PDA? Oui. Alors, il y a 2 choses dans votre question. Dans la question, il y a la dispensation à domicile et la préparation des doses administrées. Sur la dispensation à domicile, pendant la crise, l'USPO a revendiqué en disant, écoutez, voilà, les patients restent à domicile, c'est normal, on leur demande de rester confinés, sauf qu'ils ont besoin de leurs médicaments. Ils ont moins d'aides ménagères qui viennent ou d'infirmières qui viennent, donc on est tous confrontés à tourner le soir ou entre midi et 2 pour apporter des médicaments aux patients. Donc on a expliqué à l'époque à Nicolas Revel qu'il fallait qu'on rémunère, parce que voilà, on passait du temps, on passait beaucoup d'énergie, on prenait des risques, hein, d'aller dans des barres d'immeubles, d'ascenseurs et tenir des poignées de porte, voilà, et un peu s'équiper, faire attention. Et à l'époque, le gel hydroalcoolique, il n'y en avait pas beaucoup. Au moment où on négocie ça, avec d'ailleurs l'ordre des pharmaciens,
eh bien, l'autre syndicat sort un accord qu'il avait pompé en Italie en disant c'est formidable, la Croix-Rouge va le faire pour nous gratuitement. Donc, quand je suis remonté au créneau auprès de Nicolas Revel, il m'a dit vous avez vu, votre collègue, il a trouvé la solution. Hein, il a trouvé avec la Croix-Rouge gratuit. Donc, c'est dommage pour vous. Voilà. Alors maintenant, on remet le couvert parce que pugnacité de l'USPO, détermination, on lâche rien. Pourquoi peut-être pas la Croix-Rouge? Oui, oui, nous c'est la Croix verte. Il a confondu l'autre, le Philippe. Donc hier, avec le directeur et Renaud était présent en commission paritaire nationale, le couvert a été remis et on va négocier la dispensation à domicile pour les patients. Alors bien sûr, on va mettre des critères, hein, parce que c'est des personnes âgées, des personnes dépendantes, des personnes qui sortent de l'hôpital. Voilà, on va mettre des critères, mais on va négocier une rémunération pour dispenser le médicament à domicile quand c'est nécessaire. Il n'y a pas de raison que le pharmacien soit le seul à aller à domicile et n'ait pas d'indemnité. Pour la PDA. La PDA, c'est quelque chose auquel on tient mais depuis 7 ans. 7 ans. Et donc, on a négocié, je crois que c'était Touraine à l'époque, je ne sais pas si on n'avait pas même démarré avant, et avec, on a essayé, et on s'est très vite confronté à un problème, et qu'il fallait avoir des bonnes pratiques. Quand vous faites un acte nouveau, il faut qu'il soit encadré par des bonnes pratiques pour être sûr que tous les pharmaciens fassent les choses correctement. Sinon, vous payez un acte qui peut être hétérogène. Donc, on a travaillé sur les bonnes pratiques. Et on est allé assez loin dans ces bonnes pratiques. On avait le texte qui était pratiquement finalisé. Et là, je regrette de le dire, toujours l'autre syndicat qui est monté au créneau, mais alors de façon extrêmement violente, c'était Xavier Bertrand à l'époque, extrêmement violente, en disant, nous, tant qu'on n'aura pas de rémunération, on ne veut pas que le décret bonne pratique sorte. Stupeur de la conseillère, elle dit, mais je comprends pas. Si vous voulez être payé, il faut qu'il y ait des bonnes pratiques. Donc vous dites, tant que je suis pas payé, j'ai pas de bonnes pratiques, ça va pas faire. Nous, on a dit, non, non, il faut sortir les bonnes pratiques. Après, une fois qu'on a ça, on va négocier. Et donc, ça a duré la plaisanterie 6 ans. Voilà. Depuis que Xavier Bertrand. Hein. Et là, le directeur, à la fois Nicolas Revel et à la fois Thomas Fathomme, ont dit, mais tant que le décret des bonnes pratiques n'est pas sorti, ne venez pas négocier. Donc, merci la FSPF de nous avoir fait perdre 6 ans. Pour des mauvaises raisons. Donc, on va y arriver. Alors, pas plus tard que cet après-midi, j'ai appelé le cabinet de santé en mettant sur le tapis pour aller à la DGS, même s'ils sont submergés, voir où en est le dossier bonne pratique, qu'on le sorte et qu'on puisse faire la négociation. Et la PDA, c'est la continuité du bilan de médication. Quand vous faites un bilan de médication et que vous apercevez que la personne âgée commence à se perdre dans ses médicaments, eh bien de lui proposer de faire de la PDA, de l'aider dans l'observance de son traitement, c'est la continuité logique de cet acte et du bilan que vous venez de faire. Alors c'est sûr, on va se marcher un petit peu sur la tête avec les infirmiers, mais parfois il y a des infirmiers qui interviennent auprès des personnes âgées, elles feront de la PDA, en espérant qu'elles la feront aussi avec des bonnes pratiques, pas toujours le cas, ou quand il n'y a pas d'infirmier, eh bien le pharmacien peut le faire, et même quand il y a l'infirmier, de faire l'infirmier dit, écoutez, si le pharmacien le fait, moi je préfère vous faire les soins. Peut-être que moi, il y a la traçabilité, il y a tout ça, il y a moins de problèmes. Et puis au moment des changements de traitement, le pharmacien il fait ça avec beaucoup de rigueur. C'est-à-dire, il pense à enlever le furosémide de 20 quand il faut passer au furosémide de 40. Où on le fait. Voilà. Donc oui, ces deux axes majeurs du travail de l'USPO, mais qu'on a déjà enclenché depuis un petit moment, et qui va bien avancer. On espère bien le concrétiser dans un an maximum. C'est ma dernière question. C'était votre dernière question. Est-ce que je peux dire un mot, Renaud, avant que ce soit toi qui conclue?
Allez, vas-y, bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je vais vous dire, d'abord vous remercier, parce que c'est toujours très agréable d'échanger avec vous et avec votre région et avec l'ensemble des consoeurs et des confrères qui posent des questions. Là, vous avez un challenge très très important, c'est de faire participer les pharmaciens de la région Île-de-France au vote. Une fois tous les 5 ans. Vous êtes la région qui a une très très grande majorité USPE, très très grande. C'est certainement la région qui rassemble le plus de voix USPE. Donc, si vous voulez que nous soyons majoritaires et que nous continuions dans cette dynamique et dans cette volonté de faire avancer le métier, eh bien, il faut que vous mobilisiez tous pour que tous les pharmaciens n'oublient pas ou ne jettent pas l'enveloppe qu'ils ont reçue où il y a marqué vote élection URPS et qui pensent à voter, puisque cette année c'est un vote électronique, donc c'est un petit peu plus voilà, c'est moins concret que le papier ou qu'une enveloppe à remplir. Et donc, c'est important que vous contactiez l'ensemble des pharmaciens. N'oubliez pas de voter pour l'USPO. Vous savez que nous, on a un langage simple, de vérité, un langage qui correspond à des promesses, des engagements que nous prenons. Si nous ne les tenons pas, nous sommes sanctionnés et c'est normal. Notre objectif, c'est de tenir les engagements et pas faire de la politique en prenant des subventions. On n'a même pas connaissance, on n'a même pas l'origine. Vous voyez, ce genre de truc, ça, téléphone, je vais te filer du pognon. C'est la bonne idée, une méthode de politicien de la 4e République. Donc, ça, je dirais que aidez-nous, parce que si l'USPO est majoritaire, je vous promets que l'accélération qu'on a connue ces 3 dernières années sera encore plus forte les 5 prochaines années. Si nous ne sommes pas majoritaires, eh bien, ça va être un petit peu plus compliqué. On avancera certainement beaucoup moins vite que vous souhaiteriez et que ce que vous souhaiteriez. Donc, aidez-nous à faire participer les pharmaciens et à ceux qui votent pour votre liste, parce que vous le méritez largement. Excusez-moi, j'ai une dernière question qui vient d'arriver. Avez-vous une procédure pour voter en ligne? Vous avez reçu Officine à venir. C'est le journal de l'USPO. Je vous invite à le lire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont résumées. Et donc, il y a la procédure d'utilisation de vote électronique sur cette officine à venir avec les photos d'écran. Vous retrouverez ça également sur le site de l'USPO. Et pour ceux qui ont des problèmes et qui ont perdu leur enveloppe, eh bien, il y a un numéro de téléphone pour rappeler, pour avoir de nouveaux codes pour pouvoir voter. Il faut se munir également de sa carte d'inscription à l'ordre, parce que dans les demandes pour authentifier le pharmacien, pas taper votre numéro d'ordre en enlevant la lettre A de la section A pour pouvoir vous identifier. Et après, vous allez recevoir, comme d'habitude, le code par SMS, Bénédicte, hein, qu'on reçoit le code, puis il faut le taper, et après choisir la liste A, qui sera la liste USPO, c'est-à-dire la première liste, qui sera dans le choix que vous avez, c'est mieux de prendre celle-là. Plus c'est simple, c'est la première. Donc, il n'y a pas besoin de descendre un peu plus bas dans la feuille. Mais n'hésitez pas à nous contacter et à contacter vos policiers et les représentants de l'USPO si jamais vous avez un doute, si vous n'arrivez pas à voter ou s'il y a un problème d'acheminement du courrier, n'hésitez pas à nous contacter, on vous aidera bien volontiers. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci en tout cas Gilles, et je précise que c'est la seule manière de voter, le vote électronique cette année. Hein. Ça va être une grande première, mais je crois que dans quelques années, la France entière aura appris grâce à nous, parce qu'on est quand même la première étape de cette expérimentation de vote électronique et avec autant de complexité, en tout cas apparent.
Écoutez, un grand merci. Maintenant, rendez-vous, ça va être bientôt au mois d'avril. Voilà, parce que on n'aura plus de réunions en Île-de-France. On en a fait 4, c'est déjà pas mal. Vous avez vu les uns et les autres à travers l'intervention de l'ensemble des coéquipiers de ce beau navire, si j'ose dire, la richesse de chacun, l'envie de chacun. Voilà, et on a envie vraiment d'avancer à fond les ballons. Je crois que on vit une révolution plus qu'une évolution. Et je le disais il y a quelques années, il y a 3-4 ans, je disais si on ne prend pas le virage, on est mort, mais je crois qu'on a bien amorcé le virage et qu'on est en train d'ouvrir à nouveau la voie pour les plus jeunes. Alors Mélanie, tu en profiteras beaucoup plus que les autres. Je suis assez jaloux de cette situation, mais voilà, je suis très confiant pour l'avenir de la pharmacie et je suis ravi de pouvoir, avec vous tous, les candidats, mais les candidats Île-de-France, mais tous les candidats qui ont été présentés par l'USPO, je pense à Hauts-de-France, je pense à Aura, je pense à PACA qui risque d'avoir une belle équipe parce que bien menée. Je pense à la Bourgogne-Franche-Comté, alors la Corse, n'en parlons pas. Bref, tous ceux qui ont exercé et tous ceux qui demain vont exercer et qui vont pouvoir accompagner ce mouvement pour pouvoir mettre en commun nos expériences, mettre en commun nos expérimentations, mettre en commun nos envies, mettre en commun nos réalisations. Et je peux vous dire que rien que ça va remplir largement un mandat de 5 ans parce que c'est énorme le boulot qui a été fait au niveau des USPO, des URPS qui ont été menés par une liste majoritaire USPO. Vraiment, le boulot a été. Les autres, on les entend pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai pas entendu beaucoup de projets sortir à droite et à gauche. Voilà. Mais franchement, la voie est tracée pour un magnifique métier demain. Et en plus, avec les orientations économiques que Gilles vous a décrites tout à l'heure, je pense qu'en plus, ce sera un métier qui retrouvera ses lettres de noblesse et que l'on ne sera pas en permanence sous le coup d'une diminution de prix ou d'une radiation pure et simple ou je ne sais trop quoi. Donc, voilà, je suis assez confiant, je suis ravi de pouvoir me présenter avec l'ensemble de mes colistiers que j'adore. Mais mes colistiers, il y a encore du boulot pendant au moins 10 jours. Hein. Donc, je vous le dis. Donc, il y a du boulot. Donc, on va avancer. Et merci encore d'avoir participé à cette visio. Je rappelle que cette visioconférence sera sur le site de l'USPO et que vous pouvez la faire partager aux uns et aux autres parce que je trouve les échanges particulièrement riches en information et en orientation. Je vous souhaite une très très bonne soirée aux uns et aux autres. Merci Gilles, merci Florence, merci Philippe, merci Pierre, merci Mélanie, merci Martial, merci Eric, merci Catherine, merci Delphine, merci Edith et merci Anne pour ceux que je vois et merci à tous ceux que je ne vois pas. Merci à Bénédicte qui est toujours à cette heure-ci encore présente et aux manettes parce que dès demain matin à 7h30, à 7h, je vais lui envoyer un SMS pour lui demander un truc. En général, voilà, il y a la réponse dans les 5 minutes et vraiment, vraiment un grand merci à Bénédicte aussi. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et faites attention au confinement maintenant en Île-de-France. Hein. Ben, puisque vous serez confinés, vous aurez le temps de téléphoner à vos confrères et consoeurs pour qu'ils votent. Hein. Voilà. C'est ça. Il faut toujours regarder le bon côté de la bouteille. En buvant un coup, à distance. Allez, à bientôt. Merci, merci à vous. Bon courage.